Dans une école délabrée, Park Hyun-soo se faisait tabasser tous les jours. Il était classé gamma, le niveau le plus bas de l'école. Pendant que les harceleurs le frappaient, les professeurs passaient devant la bagarre en faisant semblant de ne rien voir. Pas d'argent, pas de famille, et personne pour croire en lui. Hyun-soo a essayé de le signaler en ligne en contactant la police, mais rien n'a jamais marché pour lui. En plein désespoir, il a apporté de la mayonnaise à l'école pour accomplir un rituel viral sur internet nécessitant de la mayonnaise, des larmes et du sang. C'était son dernier espoir pour mettre fin à ce cauchemar. Quand il reçoit un coup de pied à la tête, son sang vole en l'air et atterrit en plein sur le rituel. Le cercle s'illumine et un héros apparaît, embrassant le visage de Jin-tae devant tout le monde. Tout le monde est resté figé à observer la scène. Quand le héros ouvre les yeux, il panique en se demandant ce qu'il se passe bon sang. Hyun-soo se demande si le pouvoir du héros est de faire des bisous. Jin-tae a mis un coup de poing au visage de celui qui l'avait embrassé. Quand il a essayé de donner un autre coup de poing, le héros l'apparaît, lui serrant le bras si fort que la brute a tenté de s'enfuir. Mais le héros l'a attrapé par la jambe et lui a écrasé le visage contre le sol, assommant complètement Jin-tae. Les autres lui sont tombés dessus pour se venger, mais le gars au bisou a commencé à distribuer des coups à tout le monde autour de lui. Une fois le chaos retombé, le héros a expliqué qu'il était dans son monde en train d'embrasser sa femme quand il a soudainement été transporté dans ce monde à cause du garçon. Après avoir tiré les choses au clair, ils ont conclu un marché. Le héros devait débarrasser l'école de ces brutes pendant que le garçon devait l'aider à rentrer chez lui. En marchant dans l'école, le héros a ressenti une puissance familière. Quand il est entré dans les toilettes, son épée sacrée Grendel était devenue une ventouse à chiottes recouverte de caca. Dans ce monde, des brutes sont entrées dans les toilettes pour tabasser un gamin potelé. Le héros a honoré son marché avec le garçon, a attrapé son épée couverte de merde, et l'a jetée en plein visage de la brute. Le garçon s'est évanoui, asphyxié par la puanteur. L'un d'eux a essayé de le prendre au dépourvu, mais juste au moment où il allait frapper, le héros a paré le coup par pur instinct. Il s'était déjà retourné pour lui claquer aussi l'épée à caca en plein visage. Hyun-soo prenait enfin sa revanche pour tout ce qu'il lui avait fait endurer pendant toutes ces années. Après avoir achevé les gars des toilettes avec son épée sacrée dont personne ne supportait l'odeur, Hyun-soo a expliqué que ces types étaient de rang bêta, et qu'il restait encore des gars d'un rang supérieur. Le héros au caca a planté son épée dans le sol et s'est mis à hurler à plein poumon, insultant toutes les brutes, ce qui les a toutes fait sortir en trompe de leur classe avec la ferme intention de l'écraser. Le garçon paniquait en croyant que sa dernière heure était arrivée, mais le héros était d'un calme olympien, disant qu'il allait en finir rapidement. Car selon lui, la meilleure façon de s'occuper de tous les délinquants de cette école était de les rassembler au même endroit. C'est ainsi que nos deux héros se sont retrouvés attaqués de deux côtés à la fois. À cet instant, le jeune homme s'est mis à pleurer, pensant qu'il allait y passer, mais le chevalier est resté de marbre. Le héros a expliqué qu'il avait deux raisons d'abattre ces brutes. La première était qu'il devait retourner au plus vite auprès d'une personne importante, et la seconde, c'est qu'après avoir vu à quel point ces brutes étaient ignobles, il serait indigne de son titre de héros s'il ne faisait rien. Sur ce, l'homme au chapeau rouge a décidé de déclencher sa première technique d'épée de classe héros. L'attaque surpuissante, connue sous le nom de dégainage, s'est abattue sur les délinquants, et sa puissance était telle qu'elle les a rapidement balayés. Park Hyun-soo s'est dit que cette puissante technique d'épée ressemblait plus à un déversement d'égout. Et juste comme ça, les brutes se sont retrouvés avec les yeux et la bouche remplis de caca. Cela a mis les délinquants hors d'eux, ils ont traité le héros de lâche et ont décidé de l'attaquer par derrière. À ce moment-là, le héros a décidé d'utiliser son allié comme tremplin. Il trouvait ça plutôt ironique d'être traité de lâche par ces voyous. Après tout, c'était eux qui s'étaient ligués contre lui. Malgré cela, ils étaient totalement à sa merci. Le héros n'a eu besoin que d'un seul coup de poing pour régler leur compte à ces lycéens qui faisaient les malins. Voyant à quel point il était fort, les brutes ont décidé de se jeter toutes sur lui. Alors, il a empoigné fermement sa puissante arme et a déchaîné une tempête d'attaques sur ses nombreux ennemis. En un clin d'œil, les brutes se faisaient dégommer de tous les côtés, mais c'est là que c'est arrivé. Un gorille tout en muscles a réussi à attraper le chevalier par derrière. Cela a grandement réjoui le reste des délinquants. Lim Sandong, un catcheur pro qui était le numéro 1 des rangs bêta de l'école, avait maîtrisé le chevalier avec sa poigne mortelle. L'étudiant était agacé que le héros l'ait attaqué avec de la merde et a décidé de lui rendre la pareille avec une souplesse allemande, et pourtant, quelque chose clochait. Pour une raison étrange, le héros ne bougeait pas d'un pouce. C'était la première fois que quelqu'un résistait à la souplesse allemande du colosse. Lim Sandong avait carrément l'impression d'essayer de soulever une montagne écrasante. À cet instant, le héros lui a fait remarquer quelle déception il devait être pour ses parents. En retirant la main de son adversaire, il a expliqué que s'il engendrait un jour une telle brute, il lui ôterait immédiatement la vie. Tout en attrapant le délinquant par le col, il a pris la parole. Et c'est ainsi qu'en étant fracassé contre le sol, le colosse fut assommé sur le coup. Voir le numéro 1 des bêtas se faire étaler en un seul coup aussi facilement a terrifié le reste des étudiants. Pour finir, ils ont tous pris peur et ont décidé de s'enfuir à toutes jambes. Les délinquants étaient furieux et humiliés de se retrouver à fuir devant quelqu'un qui se battait avec des déchets d'égout. Sur ce, le chevalier a annoncé à son invocateur qu'il avait vaincu toutes les brutes et lui a demandé s'il était satisfait. En voyant cela, les larmes ont coulé sur les joues de Hyun-soo,
car une chose était désormais certaine, ils étaient foutus. Quelques instants plus tard, à l'entrée de l'école, les brutes ont demandé à tous les étudiants qui sortaient s'ils avaient vu quelqu'un dans un costume de héros récemment. Notre protagoniste avait déjà prédit que les brutes envahiraient l'entrée de l'école. En d'autres termes, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne les trouve. À cet instant, le héros a fait une remarque sur la tenue que l'étudiant lui avait donnée. Au début, il pensait que c'était une sorte d'uniforme de combat, mais ce n'était que des vêtements de sport. L'invocateur a expliqué au héros que son armure attirait l'attention et les ennuis. Le héros a alors fait remarquer que les brutes semblaient plus concentrés sur la recherche de Yinso que sur la sienne, poussant le garçon à le blâmer pour tout ce bordel. Cela a poussé le chevalier à s'expliquer en disant qu'il n'avait agi qu'à la demande de Yinso, mais ce dernier ne mesurait pas du tout son imprudence. Et à la grande surprise du chevalier, il lui a été expliqué que s'il continuait à agir de manière aussi irréfléchie, il se retrouverait face à des adversaires encore plus redoutables. Cela lui a fait réaliser qu'il y avait une sorte d'étudiant aussi puissant qu'un roi démon dans cette école. Park Yinso a expliqué que dans ce monde tout le monde était traité sur un pied d'égalité, le lycée Sung Sung South étant l'unique exception. Le protagoniste a ensuite demandé au héros de regarder les étudiants devant eux. Park Yinso a décidé de lui expliquer le système de classement de l'école. Dans cet endroit, il y a 3 rangs d'étudiants. Le premier est le rang gamma, qui représente les étudiants harcelés. Les brutes, en revanche, sont étiquetés comme rang bêta, avec le catcheur pro que le chevalier a battu hier en guise de numéro 1. Cela a embrouillé le héros puisque tout le monde aurait dû être terrifié par lui pour avoir vaincu le plus fort des bêtas, alors Yinso lui a fait remarquer qu'il y avait un 3e rang. Selon lui, les rangs bêta n'étaient pas un si grand problème, et le vrai danger venait de ceux du rang alpha. L'invocateur a expliqué qu'il y avait actuellement 5 rangs alpha dans l'école qui pourraient constituer une menace pour le chevalier, bien qu'il soit un héros. Pourtant, à son grand malheur, son nouvel ami à l'esprit simple a juste compris qu'il devait débusquer tous ses ennemis et les écraser jusqu'au dernier. Yinso a alors décidé de lui poser la question sur la ventouse qu'il tenait à la main, et c'est ainsi que le héros a présenté sa fidèle épée sacrée, Grandel, à son nouvel ami. Alors qu'il expliquait qu'il avait des doutes concernant sa lame, qui aurait dû facilement décapiter l'ennemi, Yinso a paniqué et a insisté sur le fait qu'il était interdit de tuer. Yinso a expliqué qu'il devait acheter une nouvelle ventouse au chevalier, mais celui-ci a affirmé qu'une épée sacrée ne pouvait pas s'acheter ou se vendre aussi facilement. Et alors que tous deux commençaient à réfléchir à un moyen de contourner discrètement l'ennemi, ils ont soudainement été abordés par quelqu'un. Ce n'était nul autre que l'étudiant potelé de tout à l'heure, qui prétendait pouvoir ouvrir un portail dimensionnel. Le héros, stupéfait, lui a demandé s'il possédait vraiment un tel pouvoir. Le 3e a expliqué qu'il n'y connaissait rien à tout ça, mais qu'il connaissait un passage secret pour s'échapper de l'école. Sur ce, il a demandé à nos héros de le suivre. Une fois sur place, il leur a indiqué l'emplacement du passage secret. Le garçon potelé les a ensuite pressés de continuer à le suivre. Le jeune homme a saisi l'occasion pour remercier le héros d'avoir essayé de l'aider. Notre chevalier a affirmé qu'il n'avait fait que son devoir. Le garçon potelé a commencé à pleurer en les remerciant une fois de plus, avant de s'excuser pour sa trahison. Et maintenant, il recevait des éloges. Le numéro 1 des rangs bêta a affirmé qu'il n'avait pas à s'excuser. Il a expliqué qu'en échange de cette énorme faveur, lui et le reste des brutes avaient accepté d'arrêter de le harceler, lui et le reste des rangs gamma, pendant un mois entier. Lim Sandong était fou de joie de retomber sur le héros. Cette fois, il avait ramené du renfort et était impatient de les lâcher sur lui. Voyant cela, le héros demanda à son ami de reculer. Son plan était de repousser les délinquants pour créer une voie de fuite à Yinso. Pourtant, alors qu'il se préparait au combat imminent, un géant l'attrapa soudainement par derrière. Lim Yung, le numéro 5 des rangs alpha, exigea de savoir si le héros était vraiment celui qui avait blessé son petit frère. Yung, rendu furieux par la blessure de Sandong, dit à ce chevalier de se préparer car il allait se venger. À cet instant, Park Yinso regarda avec horreur le héros se faire violemment écraser au sol. Maintenant que c'était réglé, le héros ne se trouvait plus en travers du chemin de la brute. El Alpha se tourna alors vers le complice du héros. Yinso fut interpellé pour avoir osé s'incruster au rassemblement des rangs. Lim Yung dit à ce maigrichon d'intello de se préparer à subir le même sort que le héros. C'est alors que quelqu'un décida d'intervenir. Pour une raison quelconque, le gros intello soumis de tout à l'heure commença à se rebeller. Il rappela à El Alpha leur marché, ne plus être harcelé pendant un mois s'il lui livrait ce qui avait fait du tort à son frère. Lim Yung fut choqué d'être traité de brute et incita donc les rangs gamma à s'avancer. Les élèves terrifiés n'eurent d'autre choix que d'obéir, car au fond, ils étaient aussi impuissants que des moutons face à un loup féroce. El Alpha semblait très imposant et gifla l'un des élèves en plein visage. Le colosse exigea des réponses en demandant à l'élève s'il l'avait un jour harcelé. Face à une présence aussi imposante et terrifiante, le gamin n'eut d'autre choix que de se soumettre. Au final, il fut forcé de prétendre qu'il ne s'agissait pas de harcèlement, mais d'une sorte de jeu amusant. Il était maintenant temps de s'adresser au rang gamma numéro 2. Yinso regardait avec stupeur le deuxième élève donner la même réponse à la même question. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, car c'était du harcèlement à l'état pur. Vint alors le moment de s'adresser au troisième élève. Mais en posant la question, ils furent tous choqués par le chevalier qui se tenait debout. Même son invocateur fut stupéfait. Et avant même que la brute ne s'en rende compte,
il se prit un coup de ventouse en plein visage. Le héros expliqua qu'il n'avait pas besoin de vérifier si Young était un délinquant ou non, car l'ordure venait de se trahir toute seule. Il était maintenant temps de lancer la contre-attaque. En un éclair, le géant se retrouva à encaisser une véritable tempête de coups de ventouse. Cela le mit très en colère, alors il attrapa le héros par la veste avant de lui saisir fermement la main. Voyant qu'une seule frappe ne suffisait pas, le harceleur décida de répéter le même mouvement en boucle, mais ce n'était pas vraiment impressionnant. Malgré sa force, il fut incapable de faire basculer son léger adversaire. En comprenant pourquoi, El Alpha fut sous le choc, il se faisait contrer par une simple ventouse. Quelques instants plus tôt, le protagoniste avait essayé d'enseigner au héros les principes de compression et d'expansion. Yinso expliqua au chevalier qu'il devait au moins apprendre les propriétés fondamentales de sa ventouse sacrée, alors que l'étranger prétendait pouvoir simplement y fixer une lame. Le lycéen s'y opposa fermement. Voyant cela, l'étranger décida de faire une démonstration directe en demandant au chevalier de planter la ventouse dans le sol. Pour démontrer ce concept, le jeune homme tenta de retirer la ventouse, mais le héros le prévint qu'il était le seul à pouvoir manier l'épée sacrée. Malgré sa faiblesse, le jeune homme aux yeux pétillants était sûr de pouvoir retirer une simple ventouse, et il devint encore plus convaincu d'avoir affaire à une véritable épée sacrée. De retour au présent, Yinso affirma au chevalier qu'il venait d'utiliser le concept de compression et d'expansion de sa ventouse. Et comme on lui avait expliqué que ce serait son arme contre les brutes, il l'arracha du sol. À la stupéfaction générale, le héros colla ensuite sa puissante arme sur la tête de son adversaire. El Alpha était plutôt confus. Il trouvait assez ridicule que la contre-attaque du jeune homme consiste simplement à lui offrir ce chapeau absurde. Mais en essayant de l'enlever, la brute rencontra quelques difficultés techniques. Pour une raison obscure, la ventouse restait coincée sur sa tête. La brute était sous le choc, incapable de se libérer d'une simple ventouse, au point de s'interroger sur la véritable nature de l'objet. En voyant cela, l'un des rangs gamma ne put s'empêcher de rire. Il fit immédiatement remarquer à quel point la chose était sale. Ils commencèrent alors à se moquer de lui, le voyant incapable de se libérer d'une simple ventouse. En entendant cela, les élèves affirmèrent d'un ton moqueur que le nettoyage des toilettes devait être une tâche ardue, et il décida de l'enlever de force. Pourtant, malgré tous ses efforts, il fut incapable de la décoller. À cet instant, le héros décida de passer à l'action et frappa son adversaire au visage. Le coup de poing était si puissant que même l'imposant Alpha fut repoussé de plusieurs pas. Young tenta alors de frapper le héros qui esquivait, tout en l'accusant d'avoir utilisé de la colle. Et alors qu'il prétendait que c'était la seule explication logique, il se retrouva soudainement frappé au ventre. C'est à ce moment-là que le puissant Alpha subit de lourds dégâts. Voyant cela, les rangs bêta furent horrifiés et foncèrent pour aider Young. Face à cela, le héros empoigna fermement son épée sacrée. Avant même de comprendre ce qui lui arrivait, la brute se retrouva propulsée dans les airs. Et juste comme ça, El Alpha fut balancé sur ses propres subordonnés. Young n'en pouvait plus. Et c'est ainsi que le numéro 5 du rang Alpha fut mis hors combat, tandis que son petit frère tentait désespérément de le réveiller. Young tenta de se souvenir de la façon dont il s'était retrouvé dans cette situation. Ce n'est qu'alors qu'il se souvint avoir commencé tout ça pour l'amour de son petit frère. Mais alors que l'histoire allait basculer dans un flashback, quelqu'un fracassa la case pour gagner du temps à l'écran. Le héros demanda à son invocateur de bien observer les yeux de l'ennemi. Il expliqua que c'était le même regard qu'avaient les démons vaincus lorsqu'ils voulaient raconter leur passé tragique. Sur ce, l'étranger décida de porter le coup de grâce et affirma que ces gens n'étaient que de simples délinquants. Cela étant dit, il était temps de s'occuper du petit frère. Mais au grand choc de notre héros, ce dernier était au téléphone. Malgré sa situation, cet appel téléphonique semblait avoir soulagé Lim Sandong. En fait, il était ravi que des renforts soient actuellement en route. Sur ce, tout le monde reçut l'ordre de s'incliner. Les 4 autres rangs alpha entrèrent enfin en scène. Certains élèves commencèrent à allumer leurs cigarettes, mais cela contraria vivement quelqu'un. L'esprit combatif du rang bêta chuta immédiatement en voyant que la personne agacée était un alpha. Ce n'était autre que Beta Bojua, le numéro 4 des rangs alpha. Voyant cela, l'élève s'excusa immédiatement. Un de ses amis fit immédiatement remarquer à quel point il avait l'air énervé aujourd'hui. Le numéro 4 expliqua qu'il avait toutes les raisons d'être en colère, car quelqu'un s'était mêlé de leurs affaires juste au moment où le business décollait. Mais en arrivant sur place, ils furent complètement sous le choc. Tout le monde avait déjà été neutralisé. 5 minutes plus tôt, Lim Sandong ne pouvait plus se contenir. Il se mit à rire comme un forcené, prétendant que nos héros allaient bientôt connaître leur fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un lui donna une claque sur la tête. Le héros le pressa de ne parler que pour lui-même. Il se tourna ensuite vers son ami et lui fit remarquer que des renforts semblaient être en route. Mais à son grand choc, Yinso avait l'air terrifié et se mit à trembler de peur. Remarquant son vent de panique, il interrogea le gros sur la sortie secrète vers laquelle il était censé les mener. Le gros expliqua alors qu'il venait tout juste de la créer, faisant comprendre aux maigrichons qu'il leur avait menti depuis le début. Malgré cela, Yinso réalisa que ce n'était pas le moment de céder à la panique. Bien que son ami ait vaincu le numéro 5 des rangs alpha, il n'était pas sûr qu'il puisse affronter les 4 autres. En fait, il doutait que le héros puisse tenir un combat en un contre un face à El Alpha numéro 1 du lycée. Voyant cela,
il comprit qu'il ne restait plus qu'une chose à faire. Comme il l'avait prédit, le héros ne prit pas conscience du danger et affirma qu'il pouvait tout simplement tabasser le reste des brutes. L'invocateur dirigea donc son invocation vers le reste des Rangama impuissants. Prenant la parole, Yinso expliqua que s'il se concentrait sur le combat contre l'ennemi, il n'y aurait plus personne pour les protéger. À cet instant, le héros se rappela que son devoir n'était pas de tuer, mais de protéger. L'épée sainte fut du même avis que le lycéen. Elle fit immédiatement remarquer à son porteur qu'il avait appris de la chasse aux démons qu'étudier l'ennemi était indispensable pour l'écraser. La meilleure chose à faire était donc d'essayer de s'échapper d'ici. Ainsi, après beaucoup d'efforts, Yinku parvint à convaincre le héros. Lorsqu'on lui demanda s'il connaissait un moyen de s'enfuir, le terrien déclara simplement qu'il devait passer par le trou pour le moment. C'est alors qu'ils remarquèrent une petite armée bloquant leur chemin. Les brutes voulaient tenir la position jusqu'à ce que les rangs alpha arrivent et s'occupent des fauteurs de troubles. C'était plutôt contrariant car il ne restait plus de temps pour reprendre la porte principale. Voyant cela, le héros décida d'ouvrir une voie. Son but était de laisser son ami et le reste des Rangama s'échapper. Et c'est ainsi que le chevalier et sa ventouse chargèrent seuls toute l'armée de délinquants armés. De retour au présent, les rangs alpha qui venaient d'arriver furent choqués de voir que l'ennemi avait rapidement terrassé leurs forces avant de fuir. Le joueur trouva cela étrange puisque son grand-père n'avait pas mentionné d'élèves transférés, et aucune école voisine n'oserait semer le trouble sur leur territoire. Ainsi, selon Sosongman, le superviseur des transports et numéro 3 des alphas, il ne restait qu'une seule explication. Il commença donc à accuser Lee Ki-moyun, le numéro 2 et chef de la logistique. Lee Ki-moyun insista sur le fait que ce n'était pas lui, et expliqua que si Songman voulait passer ses nerfs sur quelqu'un, il ferait mieux de commencer par le joueur, qui dégageait une aura meurtrière. Songman ne recula pas et commença à riposter. Alors que les deux colosses déployaient leur aura meurtrière, tous les élèves furent horrifiés, et pourtant l'un d'eux resta impassible. Le blond les exhorta à arrêter. Il expliqua que ce n'était pas le moment pour des querelles internes, car il manquait déjà d'effectifs. Alors qu'il exigeait un rapport concernant les coupables, le blond fut informé que l'intrus était avec quelqu'un des Rangama. Et en apprenant qu'il le qualifiait de héros, une rage soudaine s'enflamma dans les yeux du jeune homme. Pendant ce temps, le héros en question semblait perplexe. Il se retrouva fasciné par les calèches sans chevaux que son ami appelait des voitures. Et alors que les deux commençaient à se chamailler, le jeune porteur de ventouse voulant monter dans l'une d'elles, quelqu'un signala à son chef qu'il avait localisé un étrange fauteur de troubles de Sungzang, qui semblait être celui qu'il cherchait. Plus tard dans la nuit, le garçon demanda au héros s'il y avait de puissants démons dans son monde. Le jeune homme le confirma, disant qu'il y avait le roi démon et les 5 étoiles élémentaires, ce qui parut vaguement familier au garçon. Avant d'être invoqué dans ce monde, le chevalier avait vaincu le roi démon et ses subordonnés. Malgré tout, le héros devait retrouver ses forces rapidement car la race démoniaque avait le pouvoir de réapparaître à tout moment. À cet instant, nos héros arrivèrent. Le lycéen l'avait emmené dans l'autre monde, chez lui. Au début, le héros supposa que tout le bâtiment était la résidence des parcs, alors le jeune homme lui expliqua que ce n'était pas vraiment le cas. Soudain, quelqu'un éblouit le héros avec une lumière aveuglante. Le chevalier se retrouva la cible d'une attaque surprise. Malgré cela, il réussit à bloquer la batte en métal qui s'abattait sur lui. Pourtant, en raison de la puissance du coup, le héros fut renversé. L'attaquant fut surpris de voir son coup bloqué. Échuance et le héros se retrouvèrent face à un immense gang de motards. Leur chef exigea de savoir si le héros était celui qui avait battu les rangs bêta et vaincu Échuance. Le superviseur des travaux était maintenant face à face avec le héros. Interrogé à son sujet, Échuance informa son ami qu'il s'agissait du numéro 4 des alphas. Le numéro 1 leur avait formellement interdit d'agir en premier, et pourtant le superviseur des travaux décida de désobéir. En fait, il voulait combattre le héros ici et maintenant. Soudain, leur combat fut interrompu par le protagoniste principal de chaque Isekai. Le motard ne put même pas réagir. Il fut soudainement percuté par un camion géant. Cela laissa ses subordonnés horrifiés. Le numéro 4 souffrait maintenant le martyre. Alors que le coupable se révélait, les délinquants agacés exigèrent qu'il les affronte comme un vrai homme. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent à qui ils s'adressaient, car il ne s'agissait de nul autre que le numéro 1 des alphas. Le chevalier, qui avait écarté son ami juste à temps, se précipita pour s'enquérir de son état, pour ne trouver le garçon qu'horrifié. Yingxin fut choqué par cette présence inattendue et terrifiante, qui reporta immédiatement son attention sur le héros. Le numéro 1 fut choqué que le jeune homme continue de faire des siennes ainsi dans ce monde également, et il déclara que ce jeu de héros était répugnant. Alors que le numéro 1 des alphas dévoilait ses yeux, il prétendit être un héros lui aussi. Cela dit, le blond demanda au rouquin s'il se souvenait enfin de lui. Lorsqu'on cherche une mayonnaise saine et savoureuse, il faut essayer d'en trouver une faite avec les meilleurs ingrédients nutritionnels. La mayonnaise Ibet était désormais disponible en ligne. Le chauffeur était intrigué par la quantité de publicité pour la mayonnaise qu'il voyait chaque jour. Il se disait que c'était un vrai choc de voir quelqu'un dominer l'industrie alimentaire avec un seul condiment. Mais au moment où le chauffeur qui passait par là voulait finir son travail pour pouvoir se détendre, il remarqua quelque chose d'intrigant à l'extérieur. À cet instant, le héros eut une prise de conscience. Maintenant, avec le blond face à lui, il s'excusa immédiatement, affirmant qu'il ne connaissait rien de ce monde.
Le chevalier ignorait que quelqu'un d'autre dans ce monde utilisait le titre de héros, quand soudain son adversaire tenta de le prendre par surprise. Malgré cela, le héros bloqua le coup de poing et s'excusa de ne pas se souvenir du blond, exigeant tout de même une explication. Le héros numéro 1 affirma qu'il se fichait pas mal que le rouquin se souvienne de lui, alors qu'il dégageait son poing et lançait un coup de pied. Ce fut un choc pour notre héros, car c'était la première fois que quelqu'un parvenait réellement à le blesser. Le numéro 1 des alphas était déterminé à le tuer ici et maintenant. Voyant cela, le chevalier fit quelques pas en arrière. Il interrogea ensuite son ami au sujet de ce puissant individu blond. Ai Khonshu le présenta comme Choi Jin-sung, le rang alpha numéro 1 et chef des délinquants de leur école. Jin-sung ordonna à ses hommes d'empêcher toute interruption, et ainsi les délinquants se mirent rapidement en mouvement. Ils avaient déjà pris leur position. À présent complètement encerclés, Ai Khonshu réalisa qu'il n'y avait aucun moyen pour eux de s'échapper. Le héros demanda à son ami de ne pas intervenir dans son combat. À cet instant, l'épée avertit son porteur blessé au sujet de l'ennemi. Car il émettait une étrange présence, à la fois étrangère et familière. Voyant cela, le chevalier jugea sage de terminer ce combat le plus vite possible. À ce moment-là, la brute commença à se moquer du héros, pour ensuite se prendre un violent coup de ventouse en plein visage. Le héros n'avait pas encore fini. Alors qu'il se préparait et bombardait son adversaire d'une tempête de coups, le héros rassembla toute sa force et décida de porter le coup de grâce. Et pourtant, quelque chose se produisit. Tout à coup, notre chevalier avait échoué à terminer le combat rapidement. Il fut choqué de voir que l'ennemi avait paré son attaque en utilisant des vêtements. Le grand patron souligna alors qu'il était tout naturel qu'une épée sainte blesse davantage qu'une ventouse ordinaire, tout en se moquant de sa nouvelle forme. Et ainsi, en un clin d'œil, il utilisa sa veste pour écarter la ventouse et frappa l'ennemi dans le ventre. Le coup fut si puissant que le héros fut projeté au loin. Selon El Alpha, l'épée sainte n'était désormais bonne qu'à nettoyer les toilettes. À cet instant, le chevalier utilisa son arme pour s'accrocher au sol. C'est ainsi qu'il s'empêcha de voler plus loin. Son but était d'utiliser le recul de la ventouse pour rebondir vers son adversaire. Quand soudain, quelque chose lui fut jeté au visage. La veste avait bloqué son champ de vision, et avant même de pouvoir s'en rendre compte, le héros se retrouva avec un coup de pied en pleine tête. Son adversaire ne voulait pas lui laisser l'opportunité de riposter. Malgré cela, le jeune homme resta debout. Il dégagea la veste de son chemin et chargea son adversaire, mais ce dernier esquiva facilement avant de lancer un coup de pied qui finit par frapper le héros en plein visage. Et d'un seul coup, il fut projeté dans le mur formé par les brutes. Ils ne s'arrêtèrent pas là et commencèrent à se moquer de lui, affirmant que leur boss surpuissant était en train de lui donner une leçon d'humilité. L'un d'eux osa même lui donner une claque à l'arrière de la tête. Voyant cela, le héros décida de contre-attaquer. Il balança alors son arme de toutes ses forces, avec la brute toujours accrochée dessus. Le méchant fut pris par surprise. Alors que le sbire était projeté sur le grand patron, il s'est mis à prier, pensant que sa dernière heure était arrivée. Malgré cela, El Alpha numéro 1 s'est simplement servi de lui comme tremplin et a reproché au héros d'utiliser sans honte les gens comme des armes. Mais le chevalier refusait de considérer les brutes comme des humains, et il a ensuite essayé de frapper l'ennemi avec une vraie moto. L'attaque était si puissante qu'elle a balayé le numéro 1, l'envoyant s'écraser contre un mur voisin. Selon le héros, son adversaire et ceux de son espèce ne devraient pas être appelés humains. L'ennemi ne pouvait pas être plus d'accord. À ce moment-là, il a fermement attrapé une chaîne et a rapidement entortillé le héros en affirmant que ça ne le dérangeait pas. Selon le grand patron, la loi de la jungle s'applique partout, et seuls les plus forts survivent dans ce monde. En fait, il affirmait que la loi de la jungle était absolue dans tous les royaumes et mondes. Mais juste au moment où le garçon allait porter le coup de grâce, tout le monde a été surpris par le son des sirènes qui approchaient. Un témoin de la scène avait appelé la police. Cela a beaucoup déçu le patron, qui a donc décidé d'arrêter le combat pour le moment. Après avoir fait tournoyer sa chaîne en détruisant tout sur son passage, même le puissant héros ne croyait pas ses yeux. Finalement, El Alpha a trouvé cela plutôt décevant et a décidé de faire ses adieux au chevalier. Il a essayé de se remettre sur ses pieds, mais il était trop faible pour y arriver. En entendant le héros affirmer qu'il voulait exterminer sa race, la brute a explosé de rage. Le héros voulait traquer toutes les brutes de l'existence et mettre fin à leur cruauté, même si cette traque devait le mener au bout du monde. La brute trouvait ces paroles dignes du héros, mais doutait qu'il puisse être à la hauteur de ses ambitions, puisqu'au bout du compte, il se battait seul. D'après le grand patron, le chevalier est devenu le centre de l'attention de tous dès qu'il a semé le chaos dans le lycée. Autrement dit, tous les délinquants des lycées des environs étaient désormais à ses trousses alors qu'ils se retrouvaient sans alliés. Le patron a alors affirmé qu'il adorait les défis et a promis d'exterminer personnellement le héros lors de leur prochaine rencontre. Sur ces mots, le chevalier s'est effondré au sol. Le héros se sentait extrêmement fatigué. Car depuis qu'il était apparu dans ce monde, il n'avait rien fait d'autre que se battre et fuir. Voyant cela, le lycéen a décidé de l'éclairer. Il a informé le héros que ce n'était encore que son tout premier jour sur Terre. Pendant ce temps, sur la route, alors que le grand patron s'éloignait avec ses délinquants, il a dit à la personne au bout du fil qu'il avait confirmé ses soupçons. Cela a rendu l'autre gars furieux qu'il ait laissé le héros s'échapper. Le numéro 1 a donc expliqué qu'il allait forcément revenir, car au bout du compte, il restait un héros.
Le jeune homme était déterminé à prouver ce qu'il avançait. Il voulait désespérément montrer au héros que, dans ce nouveau monde, il serait incapable de protéger les faibles, ce même héros qui était d'ailleurs en train de s'assoupir. À l'époque, alors que le volcan entrait en éruption, le héros et son groupe s'étaient retrouvés encerclés par des démons. À cause de son imprudence, il s'était retrouvé à combattre une immense horde de démons bien organisés. Et alors qu'il essayait de trouver un plan, la Sainte Vierge l'a supplié de se concentrer. Elle a dit que même quand les choses devenaient difficiles pour lui, il pourrait toujours compter sur leur aide. Ibib le mage était bien d'accord. Son ami Daïon a dit qu'il protégerait les bagages à tout prix. Et ainsi, avec ses alliés à ses côtés, le héros légendaire a décidé de foncer dans le tas. Un démon semblable à un taureau a réussi à le bloquer. La créature a dit que le héros devait rêver, alors le chevalier en armure l'a attrapé par le cou. Le héros a insisté sur le fait que son rêve n'était pas impossible et qu'il pouvait tout accomplir avec ses camarades à ses côtés. Le démon, en train de s'étouffer, a hurlé de désespoir en tentant de dissiper le malentendu. Tian Suno a dit à son ami qu'il allait être en retard pour les cours. À cet instant, le héros a réalisé que tout cela n'était qu'un rêve. Plus tard ce jour-là, Shogute avait du travail à faire. Sa tâche consistait à réparer le trou dans le mur. C'était plutôt scandaleux qu'il en soit réduit à faire des corvées, vu qu'il était une brute de Rambetta. À ce moment-là, quelqu'un l'a interpellé. Cette personne avait entendu dire que le gamin aux cheveux orange était le premier à scène être pris au héros. Le responsable des transports voulait savoir comment il avait fini par affronter le rouquin. Gyuté a expliqué que par un jour de pluie, une lumière aveuglante avait jailli de la mayonnaise sur le sol, et soudainement, il s'était retrouvé avec le héros essayant de s'imposer à lui. Pourtant, cette histoire ne semblait pas très plausible. Le joueur a conseillé à son grand ami d'y aller doucement avec le gamin. Après tout, ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer le mur. Gyuté avait du mal à comprendre pourquoi il était puni pour avoir dit la vérité. Ça l'a mis dans une colère noire. Il a commencé à blâmer le héros pour tous ses malheurs. Le jeune homme a même hurlé que lors de leur prochaine rencontre, il ferait ramper le rouquin par terre, jusqu'à ce que le rouquin apparaisse juste devant lui pour confirmer qu'il rampait déjà. Peu de temps après, Yinso l'a suivi par le trou. Désormais, le héros connaissait le nom de la brute. Tenant fermement sa ventouse, il a demandé à Gyuté s'il était encore une brute. Alors que le garçon jurait qu'il était une personne différente maintenant. Venu réparer le mur, le chevalier l'a poussé à présenter ses excuses à son ami. Voyant cela, Gyuté s'est tourné vers Yinso et s'est excusé pour tous les ennuis qu'il lui avait causés jusqu'à présent. Au début, il semblait que Yinso allait accepter les excuses, avant qu'il ne gifle soudainement sa brute au visage. L'invocateur a ensuite averti son invocation d'arrêter de faire confiance aux gens si facilement et de leur pardonner comme ça. Il lui a ensuite demandé s'il avait un plan, vu qu'il se trouvait maintenant dans le lycée. Car sortir simplement en public les ferait inévitablement tomber sur les brutes de la veille. Les choses pourraient même vraiment dégénérer s'il croisait l'un des alphas. C'est pour cette raison qu'il a été conseillé au héros de bien réfléchir à un plan avant d'agir. Le chevalier, qui pensait être assez fort pour vaincre les brutes, ne s'attendait pas à ce qu'elles soient si nombreuses et si bien coordonnées. Cela l'a renvoyé à son premier niveau d'aventurier, à l'époque où son groupe était encore à ses côtés. En d'autres termes, le héros a dit qu'il avait besoin d'acquérir deux choses. La première, c'était des informations sur le lycée, et la seconde, des alliés de confiance. Yinso a vite supposé que c'était le début de son arc d'entraînement. À cet instant, Gyuté s'est levé. Le garçon s'est proposé comme camarade pour le héros et a promis des résultats. Et ainsi, après avoir fait taire cette bruyante nuisance, nos héros ont décidé de reprendre leur importante conversation. Yinso a proposé de reporter le recrutement d'alliés et de se concentrer sur la collecte d'informations pour l'instant. Il s'est avéré que même Yinso ne pouvait pas retourner en cours car il était pris pour cible. Son ancienne brute a essayé de s'éclipser discrètement. C'est alors qu'ils ont reporté leur attention sur lui. Ensuite, Yinso a poliment demandé à Gyuté s'il pouvait leur donner un coup de main. Peu après sur le parking du lycée, on a ordonné aux étudiants de rang gamma de se dépêcher. Le responsable a dit qu'il devait terminer avant le début des cours. C'est alors qu'il a arrêté l'un des étudiants pour exiger la boîte qu'il portait. La brute a ensuite dit au pauvre gamin de déguerpir. Ce délinquant, qui adorait son travail, a décidé de jeter un œil aux délices du jour, mais il a sursauté quand quelqu'un l'a repéré. Ce n'était autre que Gyuté, qui lui amenait de nouveaux travailleurs. Quelqu'un a demandé pourquoi les nouveaux portaient des masques. Le gamin aux cheveux orange a expliqué qu'il était malade. Selon Gyuté, contenir leur maladie était essentiel pour maintenir l'efficacité des travailleurs. Sur ce, les responsables sur Terre se sont mis au travail. Yinso était soulagé, pensant qu'il avait été découvert, tandis que le chevalier était surpris de l'efficacité des masques. Cela dit, Gyuté les a informés que leur tâche consistait à descendre ces boîtes au sous-sol. Et comme il était de nouveau ignoré, le garçon n'a pas pu s'empêcher de se sentir blessé. Une fois à l'intérieur du camion, le héros a demandé à son partenaire pourquoi ils étaient là, alors qu'il avait désespérément besoin de recueillir des informations. On lui a donc révélé que ces articles étaient transportés ailleurs, car leur lycée gagnait de l'argent grâce au transport de marchandises. En apparence, on aurait dit que le lycée permettait aux étudiants d'acquérir de l'expérience et de gagner un peu d'argent. En réalité, cet endroit n'était pas différent d'un atelier d'exploitation des Apple. En fait,
Les rangs gamma étaient obligés de travailler gratuitement entre les cours. Le héros a immédiatement comparé cela aux démons, qui faisaient des humains leurs esclaves. Cela dit, le protagoniste a décidé d'examiner le chargement pendant que le héros transportait les objets au sous-sol. Et pourtant, dès que l'infiltré est descendu du camion, Grandel est tombé de sa poche et a commencé à rouler, pour finalement percuter quelqu'un. En y jetant un coup d'œil, l'étudiant a été intrigué par la ventouse. Son propriétaire s'est confondu en excuses. Le jeune homme a soigneusement analysé ses traits uniques, comme ses cheveux et sa ventouse, et pourtant il n'a pas prononcé un mot. Au lieu de cela, il a doucement rendu la ventouse à son propriétaire. Alors que le héros promettait de lui rendre l'appareil un jour, l'étudiant lui a simplement demandé de ne pas en faire toute une histoire. Lorsqu'on lui a demandé où il était, le chevalier a affirmé qu'il faisait quelque chose d'important. Yinso a demandé à son ami de le suivre au sous-sol. À ce moment-là, le héros a interrogé son camarade au sujet des professeurs, qui ne devraient pas fermer les yeux sur le problème. Le garçon a affirmé que ce n'était pas le cas. Au même instant, un professeur s'est précipité sur la brute, lui hurlant dessus pour avoir fait travailler l'élève. L'homme a été forcé de rappeler à l'élève une fois de plus qu'il devait d'abord le payer avant de poursuivre l'opération. Le professeur a insisté sur le fait qu'il s'apprêtait justement à aller lui donner l'argent. Maintenant avec l'argent en main, l'homme a décidé de s'en aller. L'un des étudiants lui a demandé si ce n'était pas déjà l'heure des cours. Mais à leur grande horreur, le professeur a déclaré qu'il étudierait en autonomie aujourd'hui, car c'était un bon exercice physique qui leur rapporterait de l'argent. Et ainsi, l'homme a quitté les lieux, affirmant qu'il apprécierait cela un jour. En voyant cela, le héros a réalisé que les adultes de cette école posaient aussi problème. Dans cette école, l'argent était la cause de tous les maux. Au final, tout le monde ici ne pensait qu'à lui-même. Selon le garçon, il y avait une personne qui tirait le plus grand profit de cette situation. Cette personne étant Choi Jin-sung, l'alpha numéro 1 et le chef du système pyramidal. Nos héros ont alors commencé à discuter du fait qu'il était intriguant que le grand patron soit au courant pour le héros et même pour son épée sacrée, ils ont donc décidé d'enquêter sur le sujet. Soudain, une troisième présence a été de leur avis. Cette personne a fait remarquer comment nos héros avaient pu s'infiltrer discrètement dans cet endroit. Il ne s'agissait de nul autre que du numéro 3 des alphas, Su Songmen, le superviseur des transports. À l'époque, dans la cour de récréation, quelqu'un s'est approché d'un petit garçon. Le petit était impressionné par tous ses jouets. Il s'est alors excusé auprès de leur propriétaire, qui devait être contrarié qu'il les ait touchés sans permission. Mais le petit garçon a affirmé que ce n'était pas le cas, et a même proposé de jouer ensemble. De retour au présent, nos héros surpris ont fait un bond en arrière. Le garçon a confirmé les soupçons du héros. Il se trouvait maintenant face à l'un des alphas. Voyant cela, le chevalier a immédiatement foncé sur lui. Songman a réagi vite, et tout à coup, il est tombé au sol. Il ne s'attendait pas à ce que le rouquin l'attaque de nulle part. Cela a profondément troublé le héros. Il a même commencé à douter que ce garçon soit vraiment l'un des alphas. Plus tard, dans un endroit plus privé, tout a été expliqué au héros. Songman a affirmé qu'il n'avait pas choisi de devenir un alpha. Le jeune homme l'a confirmé, soulignant qu'il n'avait pas le physique pour être un délinquant. Et lorsqu'on lui a demandé de le jurer sur la vie de ses parents, Songman a expliqué qu'il était déjà tous les deux morts. Normalement, Songman se serait présenté, mais il a jugé cela inutile puisqu'Yinso le connaissait déjà. Au final, tout le monde savait qu'il était le petit-fils du président de l'école. Voyant que le chevalier ne savait pas ce que signifiait le mot président, son ami Gringalet a décidé de l'éclairer plus tard. À ce moment-là, Songman leur a donné les informations qu'ils cherchaient. Choi Jin-sung est l'alpha numéro 1 de cette école. Cela fait déjà 3 mois que ce jeune homme a fait irruption dans l'école. Le président lui a hurlé dessus pour être entré si impoliment dans son bureau. Mais avant même qu'il puisse s'en rendre compte, le garçon a commencé à s'imposer. Une fois devant le président, Jin-sung a décidé d'aller droit au but. Songman n'avait aucune idée de ce dont son grand-père et cette personne avaient discuté. Tout ce qu'il savait, c'est qu'un jour plus tard, un nouvel élève était arrivé à l'école. Dès son arrivée, Jin-sung a fait face à une résistance insignifiante. Ce jeune homme recourait immédiatement à la violence chaque fois que quelqu'un essayait de se mettre en travers de son chemin. À cause de cela, une nouvelle hiérarchie s'est rapidement mise en place au sein de l'école, et Songman est devenu un alpha grâce à son lien de parenté avec le président. Cela dit, le joueur a révélé tout ce qu'il pouvait pour le moment à nos héros. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il les aidait, le jeune homme a simplement tendu la main et a proposé aux héros de collaborer. Il a affirmé que son but principal était d'éradiquer les brutes de l'école et a expliqué que c'était le meilleur moment pour agir, vu que le numéro 4 et le numéro 5 étaient actuellement hors d'état de nuire. Songman a prétendu qu'il avait un plan pour faire tomber le numéro 1 et le numéro 2 de l'école. Après avoir soigneusement analysé la situation, le héros a affirmé que, tout comme lui, il voulait éradiquer toutes les brutes. Malgré cela, il a jugé que cette alliance était inutile. Sur ce, le héros a décidé de prendre congé, et son ami l'a suivi peu après. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait le poursuivre, le garçon a répondu que non. Maintenant, Songman avait une idée précise du genre d'homme qu'était le héros dont il comptait se servir, et il a donc décidé de l'observer simplement pendant un moment. Peu après, Yinso a demandé au héros pourquoi il avait rejeté Songman alors qu'il avait désespérément besoin d'alliés,
et le chevalier a révélé que malgré sa position, il n'avait jamais eu de rancune personnelle contre les démons. Le héros a révélé qu'il avait simplement pris l'épée pour protéger les gens dans le besoin, et qu'il serait donc honteux de sa part de s'allier à un homme mauvais pour en vaincre un autre. Et comme il soulignait qu'il émanait de lui une odeur étrange, le garçon a supposé que le héros parlait de l'odeur de Son Man, mais le héros a assuré que ce n'était pas le cas. La petite voiture brillante que le petit-fils du président avait sur son bureau avait autrefois été tachée de sang. Le héros pouvait sentir un monstre sous la peau de Son Man. Pour cette raison, s'allier avec lui pourrait s'avérer être un mauvais choix. C'est pourquoi le héros a jugé prudent de ne pas recruter d'autres alliés que son ami pour le moment. Yinso avait mal jugé le héros, ce n'était pas juste une tête brûlée douée pour le combat, mais quelqu'un qui planifiait les choses rationnellement. Le plan du héros était de continuer à se battre, d'ignorer le fait qu'il manquait d'effectifs et d'informations. Pour cette raison, il valait mieux commencer petit, la première étape étant de voir où se dirigeait le camion. À cet instant, le garçon a fait remarquer au héros qu'il avait oublié de mettre leur masque. C'est ainsi qu'à cause d'une simple erreur, le héros s'est retrouvé assailli par une bande de délinquants. Le chevalier a fermement agrippé son arme sacrée et a commencé à brutaliser quiconque l'approchait. Soudain, il a remarqué que le camion était déjà en mouvement, alors il s'est vite tourné vers son ami, mais celui-ci était introuvable. À ce moment-là, le moteur a démarré. Yinso a demandé au héros de monter rapidement. Le guerrier intrigué a demandé à son ami s'il savait piloter un de ses engins. On lui a dit d'arrêter de perdre du temps. Et sur ces mots, tous deux ont commencé à suivre le camion. Voyant cela, les brutes ont essayé de fermer la porte. Alors le héros a demandé à son ami d'appuyer sur l'accélérateur. Et là-dessus, toutes les brutes ont été balayées. Maintenant que les gêneurs étaient écartés, le héros et son puissant destrier se sont précipités à la poursuite du camion. Le chevalier ne s'attendait pas à ce que son ami ait un tel talent. Yinso a révélé qu'il avait été contraint de devenir livreur pour rembourser les brutes. Le camion était maintenant en vue. Voyant cela, le lycéen a demandé à son ami de bien s'accrocher, car il allait maintenant passer à pleine vitesse. Pourtant, il n'était pas la seule moto sur la route. Quelqu'un les avait suivis. Le délinquant s'est préparé et a balancé sa batte de toutes ses forces. Malgré cela, aucun de nos héros n'avait été touché. Mais pour leur plus grand malheur, il y avait une troisième moto ennemie. En voyant cela, notre protagoniste a rapidement freiné. Cela lui a permis de s'en sortir de justesse et de transformer l'attaque imminente en tyrannie. Le héros a félicité le protagoniste avant de s'occuper lui-même du reste des brutes. Sur ce, ils étaent tous les deux libres de suivre le camion sans être poursuivis. Pendant ce temps, ailleurs, quelqu'un est entré dans la pièce. La personne a dit qu'elle devait voir le grand patron. Choi Jin-sung lui avait pourtant demandé à maintes reprises de ne pas interrompre son travail. Mais à sa grande surprise, le subordonné a confirmé que le héros était de retour. D'après Son Man, il a été aperçu en train de suivre le camion près de la position de Jimyon. Selon le numéro 3, puisque le numéro 2 serait sur place, il devrait pouvoir se débarrasser de l'ennemi. Et par mesure de sécurité, il a proposé d'envoyer des brutes en renfort. Cependant, le grand patron lui a ordonné de ne rien faire, disant qu'ils attraperaient le héros la nuit venue, lorsqu'il se montrerait. À ces mots, le jeune homme a commencé à paniquer, hurlant que c'était peut-être leur seule chance de l'attraper. Soudain, il fut réduit au silence par une aura terrifiante. Le grand patron a déclaré que c'était la dernière fois qu'il pardonnait ses erreurs avant de lui ordonner de quitter la pièce. Son Man était déçu, et lorsqu'on lui a demandé s'il voulait déployer ses hommes, il a répondu par la négative. Le petit-fils du président a décidé de s'en tenir au plan initial et d'aller observer le héros de plus près. Pendant ce temps, le héros a décidé de prévenir son ami, car il était fort probable qu'il suivait le camion jusqu'au quartier général ennemi. C'était tout à fait possible puisqu'ils ne savaient pas où le camion les mènerait, et ils ont donc décidé de rester sur leur garde. Plus tard dans la journée, à leur arrivée, nos deux héros ont été très choqués de se retrouver en présence d'enfants. Yinso et l'homme de l'autre monde se trouvaient maintenant dans une école maternelle. Les enfants étaient fous de joie de recevoir des jouets et des collations. Et lorsque le camion est reparti, le héros a été surpris de voir qu'il n'avait fait que livrer des articles à cet endroit. Soudain, quelqu'un s'est approché de lui. La petite fille pointant la ventouse a demandé au type au chapeau rouge s'il était un ami du directeur. Mais après avoir bien observé sa tenue, elle a pensé qu'il pourrait être un ami de son grand frère. Le chevalier s'est incliné et s'est présenté comme le héros avant de demander son nom à la petite. Mais tout d'un coup, la fillette s'est mise à pleurer parce qu'il avait touché ses cheveux avec la main qui tenait la ventouse. Elle a même promis de tout raconter à son grand frère. C'est alors qu'un motard est arrivé sur les lieux, juste au moment où l'enfant appelait à l'aide. Le motard a rapidement retiré son casque. Il ne s'agissait nul autre que de Lee Maon, le numéro 2 des Alphas, qui a reconnu le type à la ventouse comme étant celui de tout à l'heure. À ce moment-là, le lycéen a été horrifié de découvrir l'identité du grand frère de la fillette. Le chevalier était heureux de voir que la bonne âme de tout à l'heure était le grand frère dont la fille avait parlé. Quand soudain, Lee Maon a commencé à passer à l'action. Notre héros s'est retrouvé à esquiver un puissant coup de pied venu de nulle part. Le numéro 2 a dit qu'il se souvenait très bien de lui. Il a exigé de savoir si, lorsqu'il disait qu'il allait le rembourser, c'était une menace. Et sur ce, le chevalier n'a eu d'autre choix que d'esquiver à nouveau le puissant coup de pied qui arrivait. À cet instant,
le chevalier a tenté d'expliquer le malentendu, mais c'est alors que son ami l'a prévenu que son adversaire était l'un des alphas. Après avoir entendu cela, le chevalier a qualifié Gimion de personne gentille uniquement avec sa propre famille, mais de véritable monstre envers tous les autres, et a donc foncé tête baissée sur le délinquant avec sa ventouse. Yinso l'a averti que son adversaire n'utilisait que ses pieds au combat. À ce moment-là, il a remarqué que la petite fille regardait le combat, alors il lui a dit que c'était dangereux et l'a exhorté à rentrer avec ses amis. Mais à sa grande surprise, la fillette a crié à ses amis qu'une bagarre était en cours. Tous les enfants se sont précipités pour voir leur grand frère affronter un mystérieux méchant. C'est ainsi qu'une foule s'est rassemblée autour des deux combattants, encourageant Gimion. Les enfants acclamaient leur grand frère et ont même commencé à parier des bonbons et des jouets sur lui. En voyant cela, le protagoniste a commencé à encourager son ami. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé assailli par une bande d'enfants de maternelle. Même le beau garçon avait du mal à comprendre comment il s'était retrouvé dans cette situation. Gimion a dit à son adversaire que s'il voulait conquérir l'école, il n'avait pas le droit de harceler les enfants de la maternelle. Le héros a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu et a affirmé que l'alpha était hypocrite d'essayer de lui faire la morale sur ce genre de choses. Sur ce, tous deux ont compris que les mots ne servaient à rien, et ils ont foncé l'un sur l'autre pour s'exprimer avec les poings. Quand soudain, quelqu'un a interrompu leur combat, l'homme a déclaré en colère qu'il transmettait leurs mauvaises manières aux enfants avant de les gifler pour les mettre à terre. C'est ainsi que le héros et l'alpha numéro 2 sont tous deux tombés d'un seul coup de poing. Cette personne qui se plaignait de la décadence de la génération actuelle n'était autre que le directeur. Un jour, en retournant auprès des enfants, le jeune homme fut très choqué. C'était la première fois qu'il rencontrait Choi Jin-sung. À l'époque, ce jeune homme était le nouvel étudiant transféré arrivé dans leur lycée. Il prétendait n'être là que pour saluer Gimion avant de quitter l'orphelinat. Selon le directeur, ce jeune homme était là pour racheter le terrain de l'orphelinat. Mais craignant que les petits ne soient séparés, le vieil homme a naturellement refusé. Un jour plus tard, le garçon a commencé à voir de plus en plus de gens rôder près de l'orphelinat. Malgré cela, il a décidé de les ignorer, vu qu'ils ne dérangeaient personne. Mais tout a changé un jour. Lorsqu'un scandale a éclaté, le jeune homme s'est précipité pour rejoindre le vieil homme et les enfants. On lui a expliqué comment un des élèves de son lycée s'était servi d'argent pour attirer une petite fille avant de la brûler avec une cigarette. À cause de cela, le jeune homme s'est retrouvé rongé par la colère et a donc décidé de se hisser parmi les hauts gradés. C'est ainsi qu'un jour, il a fait irruption dans le gymnase du lycée. Il était déterminé à montrer à ces garçons qu'ils n'avaient pas le droit d'agir à leur guise. Et juste au moment où le petit-fils du président lui reprochait de s'énerver pour une simple brûlure de cigarette, il a soudainement reçu un coup de pied au visage. Cela dit, les brutes ont décidé de lui sauter dessus. En fin de compte, cela s'est transformé en un massacre à sens unique. C'est alors que c'est arrivé. Le président a surgi de nulle part et a été horrifié de voir un de ses enfants tabasser des élèves. C'est là que tout s'est éclairé. Gimion s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège machiavélique. Au bout du compte, le jeune homme s'est vu contraint de payer les dégâts matériels et d'indemniser ses victimes. Cependant, étant encore étudiant, il n'avait pas cette somme d'argent. En fait, c'était trop d'argent, même pour le vieux directeur. Plus tard cette nuit-là, quelqu'un a approché le jeune homme. Cette personne n'était autre que Choi Jin-sung, qui a proposé un accord de partenariat au jeune homme. Il a affirmé qu'il l'aiderait dès qu'il aurait accepté. Gimion, réalisant à quel point il était véritablement impuissant, a atteint sa limite. Il a donc saisi la main du monstre, lui faisant promettre deux choses. La première était qu'il ne ferait plus jamais de mal à l'orphelinat et qu'il l'aiderait même de temps en temps. Quant à la seconde, il s'agissait de rejoindre les alphas. À l'insu du directeur, il a même permis à Choi Jin-sung et à ses hommes d'utiliser la remise de l'orphelinat. Quand soudain, il a été réveillé. Voyant à quel point les élèves semblaient surpris à leur réveil, le vieil homme a commencé à rire en lui rappelant un incident embarrassant survenu auparavant. Le directeur a ensuite regardé silencieusement le jeune homme et a exigé de savoir s'il brutalisait vraiment les élèves plus faibles à l'école. Cependant, Gimion a insisté sur le fait que ce n'était pas que de simples mensonges. Il a rappelé au vieil homme que sa seule raison de se battre était l'orphelinat et l'a exhorté à ne pas s'en inquiéter. Sur ce, le vieil homme a décidé d'aller faire des courses. Il a ensuite chargé l'adolescent de surveiller les enfants. Gimion était incapable de ressentir le moindre remords car, au fond, protéger cet endroit était sa priorité absolue. Et pourtant, dès qu'il a ouvert la porte, plongé dans ses pensées, il s'est retrouvé face à un monstre qui le suppliait de le sauver. Tout comme leur grand frère, les enfants maltraitaient un monstre. Les jeunes héros s'étaient donné pour mission de terrasser cette bête puissante. Finalement, celui en rouge n'en pouvait plus et s'est proclamé être le véritable héros. Malgré cela, les enfants ont refusé de lui accorder ce titre puisqu'il n'avait même pas de véritable épée. Cela dit, le combat pour le titre de héros commença enfin. Et c'est ainsi que les trois puissants compères chargèrent le monstre pour la bataille finale. Mais ils furent soudainement interrompus. Alors que le héros essayait d'immerger l'intrus dans le jeu, ce dernier l'a exhorté à arrêter immédiatement, car ils avaient des affaires à régler. Peu de temps après, une fois à l'extérieur, Guimaon a demandé à notre protagoniste de quitter les lieux. Comme il affirmait qu'il n'avait aucune raison de rester là, le héros en a déduit qu'il était jaloux de son nouveau lien avec les enfants. Malgré tout,
Je ne pouvais pas nier qu'il n'avait plus aucune raison de rester ici. Pourtant, avant de partir, le chevalier a assuré au protecteur qu'il avait encore des affaires non résolues, et lui a donc tendu la main, affirmant qu'il était parti du mauvais pied. D'après ce que le héros avait entendu de son ami, Gémyan était autrefois un noble combattant qui tenait tête à la police. Pour cette raison, le héros proposait maintenant de faire équipe afin de faire tomber Choi Jin-sung. Cette situation a complètement rappelé au jeune homme le marché qu'il avait conclu avec le blond. Gémyan a dit qu'il détestait vraiment les autres élèves de l'école, et qu'il n'était avec eux que pour le bien de l'orphelinat. Malgré cela, il a affirmé qu'il n'était pas opposé à leur méthode. Car au final, grâce au soutien des délinquants, ces petits étaient bien nourris et heureux. En échange de sa place parmi les alphas, Choi Jin-sung avait promis de garder cet endroit sûr et de lui apporter son soutien. Et même s'il décidait de se mutiner, le grand patron serait toujours trop puissant pour lui. Pour cette raison, il a sincèrement conseillé au héros d'abandonner le combat. Voyant cela, le jeune guerrier a jugé inutile d'essayer de raisonner le protecteur plus longtemps. Malgré tout, il l'a exhorté à bien retenir ses paroles, car la prochaine fois qu'ils se croiseraient, ils seraient ennemis. Cela dit, le chevalier a décidé de partir, tandis que son ami l'exhortait à quitter le siège du conducteur. Et c'est ainsi que notre protagoniste quitta l'orphelinat. En chemin, l'intello a demandé aux sportifs s'ils voulaient vraiment faire du protecteur leur allié. Et à sa grande surprise, le héros a expliqué qu'il pouvait sentir son hostilité. Grandel possédait un pouvoir spécial qui permettait à son porteur de sentir l'hostilité de l'adversaire. Par exemple, l'hostilité émise par Songman était remplie d'avidité, tandis que celle de Gamion venait de son désir de protéger l'orphelinat. Pourtant, voyant comment l'allié potentiel avait rejeté le héros, il a décidé de retourner à l'école. Quand soudain, ils sont passés devant un camion familier. L'ayant reconnu comme appartenant à l'école, ils ont supposé qu'il contenait d'autres objets de soutien. Mais à cet instant, l'épée sacrée s'est mise à parler à son porteur, car elle avait une théorie complètement différente en tête. Songman était sur le point d'arriver à destination. Il voulait y arriver le plus vite possible pour enfin pouvoir prendre sa revanche sur Gaméon. Quand il était enfant, il y avait d'innombrables choses que Songman voulait. Et dans la maison où il a grandi, il n'avait que des petites voitures. Mais alors qu'il était plongé dans son passé, il fut soudainement interrompu. Une silhouette imposante armée d'une ventouse a déclaré qu'il lui était interdit de faire ça. Le héros méprisait ce regard nostalgique dans les yeux du garçon et a affirmé qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Songman eut du mal à comprendre car il n'avait fait aucun tort au chevalier, avant de se prendre une claque en plein visage. Le héros ne pouvait pas être plus enragé car l'alpha avait pris un enfant en otage. Voyant cela, les alliés de l'ennemi ont décidé d'intervenir. Une bande de délinquants s'est précipitée pour s'occuper du héros. Malgré tout, il a fermement empoigné sa puissante arme et les a tous éliminés en un clin d'œil. Sur ce, alors que les lycéens commençaient à s'enfuir, l'homme en costume fulminait de colère. Mais juste au moment où il se plaignait qu'il se faisait déborder malgré leur nombre, il a reçu un coup de pied en plein visage. Malgré tout, l'homme en costume a réussi à parer le coup de justesse. Zhang Baotian les a exhortés à rester concentrés sur le combat. Lim Sandong a menacé de blesser la petite fille si ses protecteurs refusaient d'obéir. Quand tout à coup, il a été transformé en Power Ranger noir. Maintenant que le délinquant était aveuglé, une occasion de s'échapper s'est présentée pour la petite. La fille a réclamé son pistolet. À cet instant, le lycéen s'est fait attraper par la main. Lim Sandong a rapidement plaqué l'allié du héros au sol, lui infligeant une douleur immense. La montagne de muscles a rappelé au gringalet qu'il n'était personne et a menacé de le tuer. Il a ensuite commencé à chercher son otage, sans remarquer qu'elle était plus proche qu'il n'y paraissait. La petite a déclenché la première technique de son art, l'a poussée en avant, infligeant d'énormes dégâts. À cet instant, des œufs précieux et fragiles furent brisés. Le vieil homme au supermarché s'est excusé de les avoir fait tomber. Et c'est ainsi que celui dont les bijoux de famille avaient été fracassés s'évanouit tout en restant debout. Quant à l'autre type, il a été mis hors d'état de nuire, d'après les enfants. C'est à ce moment-là que l'intello a crié au protecteur. Il lui a dit que tous les enfants étaient désormais hors de danger, et qu'il était enfin libre de se donner à fond. À cet instant, l'homme en costume a remarqué quelque chose de terrifiant. Le jeune homme qu'il protégeait était maintenant inconscient sur le sol. Quant au héros, il faisait ce qu'il faisait de mieux, poursuivre les garçons avec une ventouse. Voyant cela, l'homme a décidé de prendre les choses un peu plus au sérieux. Cela a poussé l'adolescent à se préparer à subir une attaque puissante. Mais tout à coup, l'homme en costume s'est retourné et a attrapé Songman. Il a déclaré que sa priorité absolue était de protéger le jeune homme, et qu'il devrait régler ça une autre fois. Malgré cela, le chevalier a refusé de le laisser partir. Mais au moment où il s'apprêtait à le frapper avec son épée sacrée, sa main a été brusquement arrêtée. Et alors que le héros peinait à comprendre ce qui venait de se passer, l'homme a expliqué que des coups aussi imprudents ne fonctionneraient pas contre lui. Et sur ce, il a projeté le rouquin au loin. Le temps que le héros se relève, le petit-fils du président et son garde du corps étaient déjà dans le camion. Et sur ce, ils ont pris la fuite, laissant les autres garçons courir pour sauver leur peau. À cet instant, le héros s'est tourné vers son allié. Mais à sa grande surprise, ses funérailles avaient déjà commencé. Alors que la petite fille récitait son discours, elle a reçu une tape sur la tête.
Jaméon a rassuré le chevalier en lui disant que son ami était simplement hors d'état de nuire. Les deux combattants ont accepté de ne pas poursuivre les brutes, car au final, leur priorité n'était pas d'éliminer l'ennemi, mais de protéger les faibles et les innocents. Cela dit, le héros a pris des nouvelles des enfants qui le couvraient d'admiration. En voyant comment ces petits s'attachaient à leur nouveau sauveur, le protecteur en est resté sans voix. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une présence imposante a fait son apparition. Le directeur était enfin de retour, et à sa grande horreur, l'une de ses filles était inconsciente. Le coupable est resté silencieux tandis que le vieil homme commençait à paniquer. Cela dit, le vieil homme s'est empressé d'appeler les secours, mais il avait oublié le numéro. Pendant ce temps, Lim Sandong, qui n'avait pas réussi à s'échapper à temps, se retrouvait dans un sacré pétrin. Il a donc décidé de prendre le vieil homme en otage. Mais au moment où il essayait de l'attraper discrètement pour l'étrangler, le directeur l'a soudainement frappé aux jambes, le faisant tomber la face contre terre. Le catcheur pro était exaspéré par les agissements du vieil homme et a foncé sur lui. Mais avant que la montagne de muscles ne puisse réagir, il s'est pris une claque en plein visage. Le vieil homme a décidé de ne lui faire aucune pitié et l'a assommé d'un seul coup de ventouse, tout en exigeant de savoir s'il était celui qui avait fait du mal à la petite fille. En voyant cela, le héros était abasourdi. Son ami ainsi que le reste de l'orphelinat étaient tout aussi stupéfaits. Cette personne n'était autre que le directeur de l'orphelinat de l'Espoir, Choi Geo-Pessu, qui avait autrefois été plombier. Pendant ce temps, sur le chemin du retour vers l'école, il a été confirmé que les marchandises avaient été détruites à cause de l'intervention du héros. D'après ce que l'homme avait vu, on pouvait affirmer sans se tromper que Jiméon était devenu son allié. Sur ce, le garde du corps a promis de faire un rapport détaillé à son retour. Après avoir raccroché, il s'est retrouvé profondément frustré. Lorsqu'il avait arrêté la ventouse du héros, il s'était senti submergé par une émotion étrange. Pour cette raison, il a décidé de prendre sa revanche sur lui la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Voyant comment Jémaïon avait rompu sa part du marché, Choi Jin-soo ne voyait plus aucune raison de respecter la sienne. Plus tard ce jour-là, dans le gymnase du lycée Seung-Seung Sud, les rangs gamins ont reçu l'ordre de travailler plus vite, car personne n'était autorisé à rentrer chez soi avant d'avoir terminé. À ce moment-là, le grand patron est arrivé, exigeant de voir Seung-min. On l'a donc rapidement dirigé vers le jeune homme tabassé. Le patron fut choqué de le voir dans un tel état, quand soudain quelqu'un tomba au sol. L'un des rangs gamins ne pouvait plus supporter la cadence. Alors qu'il implorait pitié, le grand patron le regarda en silence. Avant de lui donner un coup de pied vicieux à la tête, Choi Jin-soo a déclaré qu'il n'avait pas le droit de se plaindre puisque l'esclavage était la seule chose à laquelle il servait. Le blond n'aurait pas pu être plus dégoûté par cette race humaine inutile. En voyant cela, l'autre alpha se mit à trembler. Et à sa grande horreur, l'attention du grand patron se tourna vers lui. Le blond voulait savoir si le joueur pensait aussi que les personnes inutiles devaient éviter de devenir un fardeau. À cet instant, Seung-man trembla de peur et s'excusa auprès du grand patron, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui désobéir. En entendant cela, le patron lui a dit d'arrêter son cinéma. Seung-man hurla qu'il serait obéissant à partir de maintenant et implora son pardon. Pourtant, cela a intrigué son supérieur, Jin-sung. Ses numéros 5 et 4 étant hors service, et son numéro 2 l'ayant trahi, il avait besoin de quelqu'un comme le numéro 3 pour prendre des initiatives. Pour cette raison, le responsable a élaboré un plan. En l'entendant, le superviseur des transports fut horrifié, et le grand patron lui a alors demandé son avis sur ce plan. Un peu plus tard ce jour-là, à l'orphelinat, on a expliqué au vieil homme comment les brutes s'étaient introduites et avaient été attrapées par la petite fille. Ceux devant lui étaient actuellement tenus en joue par la petite fille, ceux qui n'avaient pas pu s'échapper. Le directeur était dégoûté qu'il ait attaqué un orphelinat et décida de les dénoncer aux autorités. Mais comme il avait encore oublié le numéro, le protecteur lui a expliqué que ce serait inutile puisque les brutes allaient forcément revenir. Le héros était du même avis, car il fallait prendre des mesures radicales pour s'occuper des délinquants. Sur ce, il a fait remarquer à Guillemeyon qu'il partageait le même but. Pourtant, une fois de plus, l'adolescent a refusé de faire équipe avec le chevalier, affirmant qu'il resterait ennemi pour toujours. Malgré cela, Guillemeyon n'a pas eu d'autre choix que d'exprimer sa gratitude envers le héros, car avoir sauvé ses petits était une bonté qu'il ne pourrait jamais rembourser. Le héros s'est senti très satisfait lorsque Guillen a promis d'attraper l'alpha numéro 3, affirmant que cela suffirait. En voyant cela, le vieil homme a décidé de donner un coup de main lui aussi. Yinso s'est emballé, pensant que le directeur allait se battre, ce qui l'a forcé à lui rappeler son âge respectable. Le vieil homme voulait simplement leur préparer à manger, ce qui marquerait la première fois que le héros goûterait aux merveilles de ce monde. À cet instant, Lim Sandong s'est enquis de son sort ainsi que de celui de ses camarades. Ainsi, le directeur a donné le signal à la petite fille. Sur ce, elle a braqué son arme pour exécuter l'ordre. La montagne de muscles a commencé à implorer pour sa vie, affirmant qu'il avait un frère aîné dont il devait s'occuper. Mais la petite de 8 ans s'en moquait éperdument et attirait. Plus tard dans la nuit, le héros se tenait seul au milieu des bois. Il a fermement empoigné son arme et a attaqué un arbre voisin. Après cela, il a fait un premier pas en avant et a commencé à s'entraîner comme un fou. Il était implacable, enchaînant attaque sur attaque sans relâche. Le capitaine des chevaliers a pratiqué ses frappes de toutes ses forces. Après un court instant,
il s'est enfin arrêté. Le héros s'est retrouvé à bout de souffle. Grendel et lui ressentaient la même chose. Après son précédent combat contre le grand patron, ainsi qu'un des gardes du corps, le héros était désormais certain qu'en arrivant dans ce nouveau monde, il avait perdu une grande partie de ses pouvoirs. Pour cette raison, il devait trouver une nouvelle façon d'affronter ces brutes. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un plan, le jeune homme a confirmé que oui. Plus tard, il s'est mis à genoux et a supplié le vieil homme, qui débouchait alors des toilettes, de le prendre comme élève. Le vieil homme était intrigué par l'investissement de ce garçon qui n'était pas du coin, d'autant plus que ce n'était même pas son combat. Pourtant, à sa grande surprise, le héros a affirmé qu'il n'avait d'autre choix que de protéger les innocents. Ce n'était pas dans sa nature de rester sans rien faire face à l'injustice. Et ainsi, alors qu'il se faisait supplier, le directeur est resté stupéfait. En voyant que celui devant lui n'était pas comme les autres enfants, le vieil homme a finalement accepté, car il avait lui-même été confronté à un problème similaire autrefois. Lorsqu'on l'a interrogé sur ses points faibles, le héros a affirmé qu'il devait améliorer son maniement de l'épée. Mais en le balayant au sol, le vieil homme a insisté sur le fait qu'il se trompait lourdement. Selon lui, il ne devrait pas commencer par travailler sur sa maîtrise de la ventouse. À l'époque où le rouquin combattait G.A. Nyon, le vieil homme avait remarqué quelque chose d'intrigant. Le héros n'avait aucune expérience en combat contre des humains. Son expression choquée rendait les choses évidentes, et la première étape a donc été décidée. Le chevalier devait entraîner ses compétences en combat au corps à corps. Pendant ce temps, sur un chantier de construction, une voiture s'est arrêtée. Le patron a demandé à son subordonné s'il était au bon endroit. Il était agacé que ce paresseux l'ait fait venir ici de nulle part. Kwok Tai HW, le manager d'une des entreprises de construction, voulait apprendre les bonnes manières à ses adolescents. Et sur ces mots, son garde du corps et lui sont entrés dans le bâtiment. Dès que le manager a vu celui qui l'avait fait venir, il lui a hurlé dessus pour son arrogance. Mais voyant qu'il était ignoré, le manager a demandé à son garde du corps d'agir. Sur ce, l'homme a poliment expliqué à l'étudiant qu'il devait répondre correctement à la question d'un adulte. Quand tout à coup, quelqu'un par derrière l'a frappé au cou. Et avant même que l'homme ne s'en rende compte, il s'est retrouvé à se prendre un coup de poing à l'arrière du crâne par un super gorille. Les délinquants étaient agacés que le garde du corps parle comme n'importe quelle vieille personne. Le manager a exigé une explication. Choi Jin-sung, allez-vous doubler la quantité que vous fournissez à son lycée? L'homme a trouvé ça scandaleux. Et alors qu'il hurlait qu'il ne faisait affaire avec eux que parce qu'il avait des liens avec le président, le patron a révélé que personne ne s'adressait à lui. Choi Jin-sung s'adressait à celui qu'il tenait dans les cordes. Finalement, l'homme dans cette situation de vie ou de mort n'a eu d'autre choix que d'accepter, laissant le manager stupéfait par la folie de l'adolescent. Voyant que le premier partenaire commercial avait accepté de doubler les fournitures, le grand patron s'est tourné vers le second. Choi Jin-sung a exigé de savoir si le manager accepterait le même marché. Et c'est ainsi que le grand patron a amélioré ses affaires en l'espace d'une nuit. Celui avec la batte a demandé quelle était la prochaine étape puisqu'il avait désormais la capacité de s'assurer les fournitures nécessaires. Interrogé au sujet du héros, Choi Jin-sung a déclaré qu'il essaierait de l'attraper une autre fois car ils avaient des affaires plus urgentes à régler. Lim Young, à la demande du grand patron, a examiné les endroits les plus proches de leur école, qui s'avérait être le lycée Il-sung et le lycée Il-sung. Sur ce, le grand patron a appelé tout le monde sur le pont alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action. 14 jours après cette nuit, à l'école, à son arrivée, le numéro 2 des alphas a confirmé à son interlocuteur que les choses étaient plus calmes que prévu. À première vue, les autres alphas étaient absents, ce qui était plutôt bizarre. Les gammas de leur école travaillaient maintenant avec des étudiants qui semblaient provenir du lycée Il-sung et du lycée Il-sung. Sur ce, le numéro 2 des alphas a demandé à son allié s'il allait s'en prendre au numéro 1 et au numéro 3. Cet ami en question n'était autre que Yinso, l'étudiant gamma classé 102e. Le maigrichon a affirmé qu'il serait inutile de les traquer car il avait obtenu des renseignements d'un ami qui avait récemment visité l'orphelinat. D'après ce qu'il avait entendu dire, Choi Jin-sung avait envahi 2 autres lycées et forcé leurs étudiants à travailler pour lui. En d'autres termes, le grand patron essayait d'étendre sa domination. Vu que l'ennemi essayait de prendre le contrôle des 2 lycées voisins, il valait mieux les détruire immédiatement. Jimayon a affirmé qu'il valait mieux ne pas se concentrer sur les lycées vaincus, et plutôt essayer de deviner lequel le grand patron tenterait d'absorber ensuite. Notre protagoniste a donc comparé cela à un jeu. Pour faire simple, dès que Choi Jin-sung porterait son attention sur un nouveau lycée pour le conquérir, il se concentrerait sur la libération de ceux déjà réduits en esclavage. Autrement dit, cette stratégie leur permettrait de se retrouver face à face avec l'ennemi. Yinso a même dit que ce serait la meilleure stratégie pour attraper Sonman. En fin de compte, le numéro 2 des alphas a été convaincu par l'efficacité apparente de cette stratégie. Plus tard cette nuit-là, des étudiants faibles se sont retrouvés dans une situation difficile. Les 2 brutes ont expliqué que ce serait elles qui seraient punies si leur main-d'œuvre commençait à se relâcher. Yoon Chulo, le meilleur élève du lycée Il-sung, a exigé de savoir pourquoi la plupart des jeunes ici venaient de son école partenaire. Alors le partenaire en question, Bong Gutak, le meilleur élève du lycée Il-sung, a fait remarquer que l'un d'eux était un nouvel élève venant de son école. Il trouvait ça plutôt hilarant que le nouvel élève en question ait fui la charge de travail de son ancienne école,
pour finir à nouveau en esclavage dans l'autre. Voyant que la main-d'œuvre n'était pas très motivée, leurs chefs ont décidé de leur remonter le moral. Ils sont tous restés bouche bée quand le blond a affirmé avoir les informations personnelles de chacune de leurs familles. Les brutes ont dit que les faibles étaient libres de partir, mais qu'en faisant ça, ils mettraient leur famille en danger. La brute musclée a ensuite été impressionnée par une jolie photo de la sœur d'un élève. Et alors qu'il menaçait de parler d'elle aux brutes de son école, l'un des élèves a fini par céder. Lorsqu'il a accepté de tout faire en échange de la sécurité de sa famille, les délinquants étaient stupéfaits de voir à quel point c'était un jeu d'enfant. Puis, tout à coup, quelqu'un a décidé de les contredire. Il a affirmé que menacer la famille de quelqu'un ne devrait jamais être considéré comme un jeu d'enfant. Les délinquants étaient intrigués de voir qu'un gamin gringalet leur tenait tête. En voyant ça, ils ont exigé des réponses. Ils voulaient savoir qui il était et de quelle école il venait. Lorsqu'il a demandé si les brutes avaient été identifiés, ceux en face de lui étaient confus. Il a donc expliqué qu'il ne leur parlait pas, mais à son partenaire derrière lui. Et à en juger par son regard, le héros en avait assez vu. Ces hommes avaient recours à la violence verbale. Ils étaient violents et aussi menteurs. Pour couronner le tout, ils avaient même des tatouages. Et pire encore, c'étaient aussi des fumeurs. Ces deux délinquants représentaient tout ce que le héros souhaitait éliminer. Mais au grand choc du protagoniste, ils ont affirmé qu'ils ne seraient pas ses adversaires. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un d'autre est entré en scène. Le numéro 4 des Alphas était ravi de retrouver enfin le puissant héros, et il avait même hâte de reprendre leur affrontement de l'autre jour. À l'époque, sur un terrain de baseball, alors que le jeune homme s'entraînait avec le reste de son équipe, il parvenait à attraper la balle à chaque lancer. Le jeune homme était très doué à son poste. Pourtant, une fois, alors que le lanceur s'est préparé et a décidé de lancer la balle de toutes ses forces, elle a volé à une vitesse incroyable. Malgré cela, l'adversaire a réussi à la repousser avec sa batte, sans pour autant pouvoir contrôler sa trajectoire. Retour au présent. Le jeune homme qui était autrefois joueur de baseball se préparait à reprendre son combat contre le héros. Les deux autres brutes ont supposé que le chevalier avait maintenant peur, puisque c'était désormais du 3 contre 1. Et juste comme ça, alors qu'il chargeait vers lui, le héros les a vite balayés comme un tas de mouches, les laissant tomber impuissants sur le sol. Cela dit, le héros s'est tourné vers son allié, le pressant de faire sortir les élèves d'ici à tout prix. Être ignoré a grandement irrité les deux délinquants. Quand tout à coup, ils ont remarqué celui avec la batte derrière eux. Et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, il a porté un double coup. Selon lui, s'il voulait être utile, il devait simplement ne pas s'en mêler. Voyant que le numéro 4 voulait un combat en 1 contre 1, le chevalier a supposé que son adversaire était plutôt honorable. On lui a donc précisé que cela n'avait rien à voir avec l'honneur, et que le manieur de batte préférait travailler seul. Ceci étant dit, ils allaient maintenant se battre d'homme à homme. El Alpha a essayé de porter le premier coup, mais son adversaire a esquivé rapidement. Au grand choc de notre héros, ce délinquant était plus rapide que prévu, et il s'est donc mis à esquiver coup sur coup sans essayer d'en placer un seul. El Alpha lui a fait remarquer que cette fois le héros n'aurait pas l'aide de camion, alors le héros a décidé de clarifier les choses. Il a affirmé qu'il n'avait jamais eu besoin d'aide pour commencer, tout en faisant trébucher son adversaire. Et sur ces mots, il a été plongé dans un flashback. À l'époque, le héros affirmait une fois de plus que sa ventouse était une épée sainte. Le vieil homme a décidé de jouer le jeu, même s'il pensait que c'était de la folie pure. D'après ce que le directeur avait vu, le héros n'avait pas besoin d'essayer d'améliorer son physique ou ses compétences. Selon lui, il ne manquait qu'une seule chose à l'adolescent. Bien qu'il soit un combattant expérimenté, le héros ne s'était jamais retrouvé dans un vrai combat en 1 contre 1 et ne savait pas comment bien manier la ventouse. En d'autres termes, le héros devait s'entraîner au maniement de la ventouse pour les combats en duel. Le vieil homme a pressé l'adolescent de le suivre, car il allait maintenant lui enseigner cette technique. De retour au présent, la brute a été prise au dépourvu, mais a pu retomber rapidement sur ses pieds. Sur ce, il s'est élancé, visant les jambes de son adversaire. À ce moment-là, la batte n'était qu'à quelques centimètres de lui briser un os. Pendant ce temps, ailleurs, le directeur sirotait un verre au clair de lune, se surprenant à s'inquiéter pour son élève. Malgré tout, il savait très bien qu'il n'avait pas à s'en faire. Après tout, le héros savait désormais se battre sans utiliser sa fidèle arme. De retour au combat, la brute avait du mal à croire que sa batte en métal soit bloquée par une ventouse en plastique. Il a tout de même décidé de saisir l'opportunité et a attaqué le menton du héros, qui était grand ouvert. À cet instant, le chevalier a enfoncé sa ventouse dans le mur. Et avant même que le délinquant ne s'en rende compte, c'est lui qui s'est pris un coup au menton. El Alpha ne croyait pas ses yeux de voir que son adversaire avait maintenant adopté une posture de boxeur. Le héros était fier d'avoir fait un jam, alors Yinso l'a corrigé en lui disant que ça s'appelait un JAB. Avec ça, le héros avait désormais pris le contrôle du rythme. Et avant que son adversaire ne puisse le réaliser, il l'a bombardé avec une tempête de jabs à la ventouse. C'était agaçant de le voir essayer de garder ses distances en utilisant son arme de cette façon. Il a donc décidé d'utiliser la ventouse à son avantage, lui aussi. Mais au moment où il allait frapper, le chevalier a retiré son arme du mur, le faisant frapper dans le vide. À ce moment-là, le délinquant a perdu l'équilibre. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, il s'est pris un violent coup de poing en plein visage.
Mais le chevalier nain n'avait pas encore fini. Il a ensuite empoigné fermement son épée sainte et l'a fracassée sur la tête de son adversaire pour lui porter le coup de grâce. Pendant ce temps, à l'école, Jing Mion, qui s'infiltrait dans le bureau, s'est retrouvé seul. Selon lui, les dossiers des écoles que le grand patron avait conquises devaient se trouver dans son bureau. C'est alors qu'il a aperçu une enveloppe sur le bureau. Le gardien de l'orphelinat s'est précipité pour l'examiner, et à son grand choc, elle contenait un testament. Pourtant, en l'analysant attentivement, il a été horrifié. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a été repéré. Cette personne l'avait averti maintes et maintes fois de ne jamais entrer dans son bureau sauf en cas d'urgence. Choi Jin-sung menaçait maintenant de lui ôter la vie, mais Jin Yeon-sen moquait éperdument. Il a même dit que si ce qu'il lisait sur le papier était vrai, il s'assurerait de tuer Jin Yeon de ses propres mains. Retour au combat. Lorsque le chevalier a frappé son adversaire de toutes ses forces, voulant porter le coup de grâce, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce côté caché du délinquant a enfin été révélé. Cela a grandement choqué le chevalier. La brute a immédiatement perdu son sang-froid et s'est mise à chercher désespérément son masque. Et alors qu'il commençait à le chercher, les deux autres brutes se sont mises à se moquer de lui pour sa lâcheté, lui qui était si fier il y a à peine quelques secondes. Sur ce, ils ont commencé à le piétiner sans pitié tout en se moquant de sa cicatrice. Pourtant, même sous leurs bottes, El Alpha ne pensait qu'à retrouver son masque. À l'époque, quand il était encore dans l'équipe de baseball, des brutes avaient décidé de s'amuser en lui cachant son masque. Ils lui ont alors fait remarquer qu'il devrait s'en tenir à son poste de lanceur avant de se moquer de lui parce qu'il avait été défiguré par une balle. Pourtant, dès qu'ils lui en ont lancé un, le jeune homme a été pris de court. Les brutes ont commencé à rire de son traumatisme avant de souligner que son visage stupide avait gâché leur home run. Mais la goutte d'eau a été lorsque les brutes l'ont traité de monstre au visage répugnant qui ne pourrait plus jamais jouer au baseball. Et c'est ainsi que le jeune homme a décidé d'être à la hauteur de leurs mots. À ce moment-là, il est devenu un monstre, certain que ces brutes cruelles ne pourraient plus jamais regarder son visage. De retour au présent, alors qu'il cherchait désespérément son masque, il l'a soudainement trouvé dans les mains du héros, qui le lui rendait. Le chevalier s'est même excusé, car il ignorait l'existence de la cicatrice que son adversaire essayait de cacher. Il l'a ensuite aidé à se relever, le laissant très reconnaissant. Et dès que la brute a accepté d'arrêter le combat, il a soudainement été frappé au visage. Et avant même de pouvoir s'en rendre compte, il s'est effondré au sol. Maintenant, le combat était bel et bien terminé. Finalement, El Alpha a avoué sa défaite. Interrogé sur la suite des événements, Yanshu a révélé au héros comment il avait envoyé Gemeyin à l'école pour rassembler des informations. À ce moment-là, la brute vaincue a insisté sur le fait que le numéro 2 ne pourrait pas trouver la liste s'il était vraiment à l'école. En apprenant que Choi Jin-sun était sur place, ils ont tous les deux été complètement horrifiés. Ce n'est qu'à ce moment-là que le lycéen a reçu une notification. C'était un message de Gemeyin. C'était un avertissement confus indiquant que le directeur était actuellement en danger. Pendant ce temps, le grand patron et son numéro 2 se sont retrouvés face à face. Choi Jin-sun a exprimé sa déception envers Gemeyin, qui aurait pu obtenir le meilleur résultat pour l'orphelinat s'il était resté loyal. Il a même prétendu qu'il voulait vraiment tenir la promesse qu'il lui avait faite concernant l'orphelinat. Pourtant, Gemeyin a sérieusement douté de ses paroles en lisant le document. Voir le faux testament au nom du directeur sur le bureau du grand patron l'a rendu fou de rage. Gemeyin a immédiatement compris que Choi Jin-sung voulait lui ôter la vie pour s'emparer de son orphelinat. Pour couronner le tout, le blond a affirmé que c'était tout à fait naturel, car il faut oublier le passé pour se concentrer sur l'avenir. Le numéro 2 ne pouvait plus et a décidé d'éliminer le numéro 1 sur le champ. Pourtant, le patron a été vif et a rapidement esquivé le coup de pied fulgurant. Il a trouvé ça plutôt risible, car cela impliquait l'idée ridicule que Gemeyin puisse le battre. Pourtant, à sa grande surprise, le protecteur enragé a affirmé que ce serait une tâche facile. Et juste comme ça, il a fait volte-face et a frappé le numéro 1 de toutes ses forces. Sur ce, le blond a été projeté hors du bureau. En voyant cela, le grand patron a été impressionné par ses compétences de combat plutôt acceptables et a tenté de négocier pour retrouver la loyauté du jeune homme. Mais celui qui a réduit la distance en un instant était toujours furieux, affirmant que ses compétences étaient bien au-delà de l'acceptable. Cependant, le patron qui l'a facilement bloqué pensait autrement. Voyant qu'il n'y avait aucune place pour la négociation, le patron a réalisé qu'il n'avait pas le choix et a donc décidé d'éliminer la nuisance qui se dressait devant lui. Désormais empêtré dans des chaînes, le jeune homme se retrouvait dans une sacrée impasse. Choi Jin-sung avait caché ses armes dans les boîtes. Sur ce, le grand patron a fait ses adieux à son numéro 2 avant de lui porter le coup de grâce. De retour avec nos héros. Yanshu s'est assuré que le chevalier savait utiliser un téléphone. Le héros s'inquiétait de voir son ami partir en mission solo, alors Yanshu l'a rassuré en disant que le directeur ne se laisserait pas faire si facilement. Pourtant, la principale préoccupation de Yang-sin était le fait qu'il laissait son ami avec le numéro 4 des alphas. Le héros a demandé à son nouvel allié s'il était vraiment d'accord pour les aider, pour s'entendre dire de garder le silence. Cela étant dit, chacun d'eux a suivi son propre chemin. El Alpha a tenu à préciser qu'il ne faisait que rendre l'appareil au héros et a affirmé qu'il était voué à perdre contre le patron en entrant dans l'école. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que le chevalier manquait de culture,
puisqu'il a confondu le titre de patron avec un autre nom de Choi Jin-sung. Cela a rappelé au délinquant la fois où quelqu'un avait appelé le patron par un nom différent lors d'un appel téléphonique. En apprenant que Choi Jin-sung était appelé Mercury, le héros venu d'un autre monde est resté abasourdi. Pendant ce temps, au milieu des bois, le vieil homme qui avait trop bu a réalisé qu'il n'était plus dans la fleur de l'âge. Et alors qu'il commençait à se remémorer son passé glorieux, il a soudainement heurté quelqu'un. Le directeur s'est excusé, expliquant qu'il était actuellement sous l'emprise de l'alcool. Le vieil homme s'inquiétait pour Ji Mayan, mais il était loin de se douter que c'était pour lui-même qu'il devait s'inquiéter. Dès qu'il a entendu l'autre nom du jeune homme, le héros a été surpris. Pendant ce temps, devant le gymnase de l'école, des boîtes sont soudainement tombées au sol. L'un des travailleurs s'était effondré. Voyant l'agacement de la brute, l'esclave a promis de réparer son erreur lors des réparations hebdomadaires. Ce n'est qu'alors que quelqu'un d'autre a décidé de s'occuper du nettoyage. Et juste comme ça, le pauvre étudiant s'est retrouvé à recevoir un coup de pied dans la tête par une brute musclée. Limaï avait décidé de purger leur main-d'œuvre des poids morts inutiles. Il s'est même servi de l'étudiant comme exemple pour obliger les autres à travailler plus vite. Aïaï les a menacés de ne parler à personne de ses méfaits, car ils s'en prendraient avec joie à leur famille. Cela dit, il leur a ordonné d'emmener le gamin ailleurs, puis de reprendre le travail une fois qu'il serait réveillé. Puis, il a entendu une voix familière. En le voyant, le gorille musclé est resté sous le choc. Le héros à la ventouse était enfin arrivé. Notre chevalier s'est arrêté un bref instant pour évaluer la situation après avoir jeté un coup d'œil à l'état pitoyable des travailleurs, ainsi qu'au fait que l'un d'eux avait été assommé. Il a expliqué qu'à l'époque, comme il était principalement chargé de repousser les démons, il affrontait rarement des humains. Pourtant, d'aussi loin que le héros s'en souvienne, il y en avait toujours certains qui étaient consumés par l'avidité. Au début, il pensait que purifier la terre des démons ferait disparaître l'égoïsme humain. Mais maintenant, il réalise qu'il a été bien trop naïf. Malgré tout, le héros disait tout cela en sachant qu'au moment même où il avait débarrassé son monde des démons, il avait été téléporté dans ce royaume. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a été interrompu. Le colosse l'a sommé d'en venir directement au fait. Agacé par ce long discours, il a essayé de lui donner une claque sur la tête. Quand soudainement, il a été attrapé par le poignet. Uning a été choqué lorsque le héros a affirmé qu'il avait eu une prise de conscience. Finalement, il a réalisé que ses actions contre les démons n'affectaient en rien la malice humaine. Car selon lui, certains fils de l'humanité étaient tout simplement pourris jusqu'à la moelle, tandis qu'ils brisaient la main du géant. Pendant ce temps, à l'intérieur du gymnase, la question de l'origine de la malice humaine a été soulevée. Selon le grand patron, elle naît de l'avidité, car les humains rejettent naturellement ce qu'ils jugent inutile. Choi Jin-sung a réalisé qu'il devrait employer des mots plus doux, puisqu'il était lui-même en train de se débarrasser d'un élément indésirable. Le patron a décidé de cesser ses tentatives pour persuader son ancien subordonné, mais l'a exhorté à arrêter le combat. Il a affirmé que dès que ses affaires prospéreraient, l'orphelinat recevrait un soutien considérable. Pourtant, son protecteur était incapable de croire un seul de ces mots. Car selon lui, quelqu'un qui réduit en esclavage les enfants de sa propre école ne pourrait jamais se soucier des orphelins, et ainsi, Ji Mayan a fermement affirmé qu'il n'accepterait plus jamais son soutien. Cela étant dit, le grand patron a lancé son attaque, car il n'avait plus rien à discuter avec son adversaire. Ji Mayan, impressionné par la portée que son ennemi avait acquise, a compris qu'il serait perdu s'il s'émêlait dans ses chaînes. Voyant cela, il a fait le seul mouvement logique et s'est précipité en avant pour réduire la distance. Pourtant, à son grand choc, le patron lui a rappelé qu'il n'avait même pas l'avantage au corps à corps. Et juste comme ça, le numéro 2 s'est retrouvé le ventre transpercé par la première attaque du numéro 1. Malgré la douleur, sa combativité n'a pas faibli, et il a rapidement repris ses esprits. Et ainsi, il a de nouveau chargé son adversaire. Choi Jin-sung lui a expliqué que c'était inutile, car il était désavantagé peu importe la distance. Il a même affirmé qu'il ne pouvait plus progresser. Autrefois, après s'être retrouvé face à un mur, le jeune Ji Mayan avait déclaré qu'il était trop épuisé pour continuer. Cela a déçu le directeur, car le garçon agissait comme un pleurnichard, alors que c'était lui qui avait demandé cet entraînement. Mais en l'entendant affirmer qu'il avait atteint ses limites, le vieil homme a demandé au garçon la raison pour laquelle il cherchait à devenir plus fort. Ji Mayan a expliqué qu'il voulait protéger l'orphelinat. Sur ce, le vieil homme lui a rappelé qu'il lui était interdit d'abandonner lorsqu'il s'agissait de défendre les autres enfants de l'orphelinat. Le directeur a expliqué au jeune garçon que la seule façon pour lui d'atteindre ses limites était de s'en créer et de s'en imposer une. En d'autres termes, Ji Mayan devait ignorer ses limites afin de se surpasser. Choi Jin-sung ne s'attendait pas à ce que son adversaire immobilise sa chaîne avec son pied. Et avant même de pouvoir s'en rendre compte, il s'est retrouvé sur le point de se prendre un coup de pied dans la tête. Malgré tout, les réflexes du grand patron étaient vifs, et il a pu esquiver. Choi Jin-sung était déçu, affirmant qu'il s'attendait à une technique spéciale. Pourtant, à la fin, son adversaire a simplement donné un coup de pied dans le vide. Mais c'est à cet instant qu'il a réalisé quelque chose d'alarmant, son adversaire n'avait pas encore atterri. Et juste comme ça, Ji Mayan a rassemblé toutes ses forces et a donné un coup de pied au grand patron de toute sa puissance. Au début, il semblait que ce coup avait fait l'affaire.
quand tout à coup, le protecteur a été attrapé par la jambe. Avant même qu'il ne s'en rende compte, un poing s'est écrasé sur son visage. Et sur ce, Choi Jin-sung a fracassé son crâne contre le sol. Le grand patron était bien conscient d'avoir perdu la majeure partie de son pouvoir après avoir été réincarné dans ce nouveau royaume. Malgré tout, la dernière attaque de son adversaire l'avait vraiment pris au dépourvu. Choi Jin-sung respectait profondément Jae-myung, tout comme sa volonté et sa force, et espérait donc que lors de leur prochaine rencontre, ils pourraient coexister en tant qu'amis. Cela dit, le manieur de chaîne a décidé de porter le coup de grâce. Quand soudain quelque chose est intervenu, sa chaîne avait été clouée au sol par une ventouse, rien de moins. Celui qui venait d'arriver a fait remarquer que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu le numéro 1. Choi Jin-sung a demandé au rouquin s'il était vraiment prêt pour la suite, car il avait promis de lui ôter la vie à leur prochaine rencontre. Mais le héros l'a rassuré et a finalement déclaré que ce serait lui qui lui ôterait la vie. Après tout, il était maintenant face à Mercure des 5 étoiles élémentaires. L'histoire parle toujours de ceux qui ont agi, mais ne mentionne jamais ceux qui ne savaient pas comment faire. Le moment où les cris silencieux de la justice ne sont pas entendus, où le seul espoir ignore le problème et s'en va. À ce moment crucial, à cette seconde décisive, le mal serait autorisé à revenir dans le gymnase. Le chevalier a dit au démon que ce serait lui qui lui ôterait la vie. Après tout, c'était son ennemi, Mercure des 5 étoiles élémentaires. Malgré tout, le grand patron n'arrivait pas à croire que le héros était là pour tuer un humain et à crier au bluff, pour finalement se retrouver à bloquer un coup de poing imminent. Sur ce, le chevalier a décidé de poser sa question. Il a exigé de savoir comment Mercure avait survécu. Après tout, de retour dans leur monde d'origine, c'est lui qui lui avait personnellement tranché la tête. Le héros a exigé des réponses du démon. En entendant cela, Mercure a simplement brisé sa chaîne en deux, et a suggéré qu'au lieu de donner des réponses au héros, il lui donnerait la mort. Et sur ces mots, le démon a foncé, se préparant à frapper l'ennemi. Quand tout à coup, il s'est retrouvé aveuglé par une ruse plutôt familière. Choi Jin-sung était agacé que le héros soit si arrogant après être revenu au bout de si longtemps, alors il a décidé de lire entre les lignes et a prédit que l'adversaire attaquerait de front. Pourtant, à sa grande surprise, le héros avait disparu. Mercure a été choqué de voir son adversaire derrière lui, demandant un temps mort dans leur combat. Le héros déplaçait Jeremiah McCormack hors de danger tout en lui disant de se reposer tranquillement pendant qu'il finissait le combat. Même quand son adversaire ne se concentrait pas sur lui, Mercure a refusé d'attaquer. Il a reconnu avoir été dupé car les choses commençaient à devenir confuses avec la ventouse et son numéro 2. Choi Jin-sung a alors souligné que le héros, en se précipitant pour sauver Jae-myung, avait laissé le vieux directeur de l'orphelinat en grand danger. Alors le chevalier a expliqué que l'âge n'était qu'un chiffre. Quand son porteur avait vécu d'innombrables expériences, on pouvait dire sans se tromper que ces mots correspondaient parfaitement au directeur alors qu'il esquivait la lame qui approchait. Cela a profondément choqué le tueur à gages. Le vieil homme a traité son agresseur de fou pour être venu jusqu'ici pour le tuer. Ce n'est qu'alors qu'il l'a reconnu comme étant Son Man, celui qui avait brûlé la jambe de la petite fille avec une cigarette, lui faisant penser que son masque était désormais inutile. Son Man a foncé, affirmant qu'il n'avait pas besoin de montrer du respect au vieil homme. Et alors qu'il tentait une estocade, le directeur qui avait esquivé s'est senti insulté. Alors il a précisé au jeune homme qu'il ne voulait pas de son respect parce qu'il était un aîné, mais parce qu'il restait un combattant de la vieille école. Le héros a dit au démon qu'il s'inquiétait plus pour le tueur à gages que pour la cible elle-même. Cela dit, le chevalier a chargé en avant et a pressé Mercure de se concentrer sur leur combat. Le grand patron a immédiatement réagi et a lancé sa chaîne sur le héros. Dès que les maillons de métal se sont accrochés à sa ventouse, le chevalier s'est mis en alerte. Mais juste au moment où le démon commençait à se réjouir, ayant attrapé la ventouse et essayant de tirer dessus, il a rencontré un problème. La ventouse était coincée dans le sol. En voyant cela, il a réalisé que Grendel avait conservé certaines des propriétés de son épée sacrée, même après être devenue une ventouse. Le moment était venu de lancer la contre-attaque. Le héros a frappé sa fidèle arme de toutes ses forces, ce qui lui a permis de tirer violemment son adversaire. Cela a profondément choqué le démon. Et avant même de pouvoir s'en rendre compte, il s'est retrouvé à voler droit dans un coup de poing puissant. Mais le héros n'avait pas fini, car il a attrapé le visage de Mercure et l'a écrasé contre des boîtes à proximité. Le chevalier pouvait enfin voir la situation dans son ensemble. Il a fait remarquer que le démon essayait de recréer l'esclavage qui existait dans son monde d'origine. Le héros a exigé de savoir si Mercure avait changé en quoi que ce soit, car il utilisait son pouvoir pour asservir les plus faibles, une affirmation que le grand patron n'a pas niée. Sur ce, il a foncé sur le héros et a déclaré qu'il n'y pouvait rien. Quand tout à coup, il lui a attrapé la jambe et a décidé de lui faire avaler ses mots. Malheureusement, le héros avait oublié la chaîne. Tout en arrachant la ventouse des mains de son adversaire, le démon a demandé au héros s'il se souciait vraiment de l'humanité. Car selon lui, ce soi-disant héros n'était rien d'autre qu'un imposteur. Le grand patron a alors tenté de prendre ses distances, pour être soudainement ramené en arrière, car son adversaire ricanant avait maintenant saisi sa chaîne. En disant cela, il a présumé que cette réincarnation l'avait probablement rendu fou. Le héros a déclaré que c'était possible car il pouvait maintenant voir son propre chemin devant lui. Car,
Après avoir été invoqué dans ce monde, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, tout était clair, et le héros avait enfin compris son but. Un jour, quelqu'un s'est précipité vers le duc Carlos. L'un de ses serviteurs a accouru pour l'alerter que le héros se dirigeait vers leur château. Les nobles à sa table étaient fous de joie, car l'élu s'occuperait certainement de la menace démoniaque. À ce moment-là, leurs acclamations ont attiré l'attention d'un jeune homme qui nettoyait le sol. Le garçon connaissait bien les rumeurs, le héros, l'homme devenu le sauveur de l'humanité en tant que chasseur de démons légendaires. Pourtant, une seule chose intriguait le garçon. Alors que le duc proposait de rassembler les esclaves, le jeune homme s'est demandé si le héros savait que les humains pouvaient être tout aussi maléfiques que les démons, et il a donc commencé à se demander si le sauveur de l'humanité pourrait aussi devenir leur libérateur. Quelque temps plus tard, sur le lieu de travail, les surveillants ont exigé que les esclaves arrêtent de traîner et se concentrent sur leur travail. C'est alors qu'un vieil homme s'est effondré sur le sol. Cela a fortement agacé le surveillant qui a qualifié cela d'insolence. Il s'est emporté contre le vieil homme, exigeant qu'il arrête de simuler sa maladie. Celui à terre a prétendu qu'il avait un problème aux hanches, mais le surveillant s'en moquait éperdument. C'est alors qu'un garçon blond est intervenu. Les actions de Mercure ont confondu le surveillant. Le garçon lui a demandé d'épargner le vieil homme, en échange de quoi, il assumerait volontiers sa charge de travail. Ce n'est qu'à ce moment-là que le surveillant a remarqué que tout le monde les regardait, alors il a accepté et a rappelé que le château devait être terminé avant l'arrivée du héros. Cette entreprise qui donnait au jeune homme l'envie de mourir n'était qu'un plan élaboré pour permettre au duc de gagner en puissance. Le vieil homme a ensuite remercié le courageux jeune homme. Mercure, qui était contraint d'endurer tout cela, a regardé le vieil homme avec un sourire bienveillant et l'a aidé. Juste à côté du château du duc, il y avait une petite construction laide. Dès que les enfants ont vu Mercure et le reste des travailleurs, ils se sont précipités pour les accueillir, car au final, c'était eux que le garçon voulait protéger. Les enfants étaient fous de joie de voir arriver le pain du jour. Ils étaient même ravis de savoir que chacun d'eux aurait un morceau de pain entier. C'est alors que quelqu'un a interpellé Mercure pour avoir donné son pain au plus jeune. Cette personne n'était autre que Elia, qui a proposé de partager sa nourriture. Et en voyant à quel point elle insistait, le garçon n'a eu d'autre choix que d'accepter. Mais ensuite, le duc a commencé à reluquer la jeune esclave et l'a trouvée extrêmement belle. Face à une perte immense et à la folie, il y avait des limites à ce qu'on pouvait protéger. Lors d'une nuit macabre, des cris de désespoir ont retenti. Elia était emmenée de force, tandis que le garçon qui tentait de la protéger était roué de coups pour avoir attaqué le duc. Celui qu'on appelait Carlos trouvait cela intriguant, car au final, ils étaient tous sa propriété. Il a même affirmé que puisqu'ils s'étaient montrés indulgents à cause des démons, ils avaient dû oublier quelle était leur place. Le duc a alors exigé que la fille soit amenée dans sa chambre et que toute opposition soit éliminée, ne lui laissant d'autre choix que d'obéir. À cet instant, Mercury s'est mis à supplier les autres de l'aider, et pourtant, personne n'a osé intervenir. C'est là que Mercury a réalisé qu'il était complètement seul. Le duc a affirmé qu'il ne faisait que causer des problèmes aux autres esclaves et a ordonné son exécution. Quand soudain, une monstruosité est apparue. Les démons avaient envahi le château. L'un d'eux a immédiatement lancé son attaque et s'apprêtait à écraser le duc quand, d'un seul coup, le monstre a été taillé en pièces. En voyant leur sauveur, le garçon aux yeux bleus est resté sans voix. Enfin, le héros était arrivé. Le chevalier a ordonné à tout le monde de se mettre à l'abri. À cet instant, Mercury s'est mis à espérer que le héros soit arrivé trop tard pour sauver le duc. S'il était arrivé ne serait-ce qu'une seconde plus tard, l'atrocité qu'il avait subie, et tout ce qui a suivi, ne se serait jamais produit. Sur ces mots, les deux ennemis mortels ont échangé des coups. Chacun d'eux a ensuite préparé une attaque encore plus puissante avant de foncer sur l'autre. Quand soudain, l'un d'eux a lâché la chaîne. Cela a fait perdre l'équilibre au héros. Alors que le rouquin était pris au dépourvu par ce coup inattendu, il s'est fait traiter d'hypocrite. À l'époque, il sauvait les humains peu importe leurs péchés, et pourtant maintenant, il était là pour combattre des hommes mauvais. Le démon furieux a insisté auprès du héros sur le fait qu'il n'avait pas le droit de choisir qui méritait le salut. C'est alors que le chevalier a esquivé de justesse le coup de poing qui arrivait. Juste à côté, il l'a immédiatement attrapé. C'est ainsi que le héros s'est solidement ancré au sol avant de frapper le grand boss avec sa ventouse. Dès que l'aube s'est levée, la bataille était terminée. Tout le monde s'est mis à acclamer le héros qui avait massacré tous les démons. L'épéiste s'est alors tourné vers ceux qu'il venait de sauver. Il a reconnu celui qui avait l'air le plus riche comme étant le seigneur des terres. Le duc s'est poliment présenté sous le nom de Carlos, et comme le noble affirmait qu'il devait récompenser le chevalier, il a semblé intrigué. Quand on lui a demandé s'il allait bien, le duc a répondu qu'il était indemne. Alors le chevalier a précisé qu'il ne s'adressait pas à lui et a pointé du doigt le jeune esclave battu qui était mal en point. Le duc a présenté Mercury comme l'un de ses serviteurs. Alors que le héros soulignait que le garçon s'était blessé en essayant de sauver les autres travailleurs, le jeune homme a décidé de prendre la parole pour demander de l'aide. Si le héros était vraiment quelqu'un de bien, il écouterait sa requête et les aiderait. Mais juste au moment où il allait parler, le duc a menacé de massacrer toutes ses esclaves et leurs enfants s'il osait prononcer un seul mot, lui ordonnant ainsi de se taire. Le garçon s'est poliment incliné devant le héros qui l'a incité à se relever,
Pourtant le jeune homme, meurtri, refusait de regarder le chevalier en face. Au final, un seul mot de sa bouche entraînerait la mort des Claves. Sur ce, ils s'est mis à prier pour que le héros remarque leur misère. Mais il était loin de se douter que cet homme était d'une naïveté affligeante. Mais alors que le héros s'apprêtait à entrer dans le château, son groupe accourut vers lui en annonçant qu'il y avait d'autres démons. Une horde démoniaque venait de lancer une attaque surprise sur la ville voisine, et face à cela, le chevalier avait les mains liées. Face à cette urgence, il a décidé de se diriger sur le champ vers la ville suivante avec son groupe. Malgré tout, le chevalier a promis qu'il reviendrait et a exhorté le duc à bien prendre soin de Mercury. Réalisant que le héros l'avait sauvé, le duc a décidé d'oublier l'incide avec le garçon, et le noble est ainsi retourné dans son château en accordant à l'esclave un jour de repos. À cet instant, Elia et les enfants se sont précipités vers Mercury. Ils étaient tous soulagés de le voir sain et sauf, mais le jeune homme semblait préoccupé. La jeune fille a donc décidé de le rassurer en lui disant que, puisque le héros allait revenir, leur maître n'oserait pas s'en prendre à lui. Pourtant, les choses n'étaient jamais aussi simples. En voyant le corps sans vie de la jeune fille, le jeune homme s'est effondré au sol. Mercury n'arrivait pas à en croire ses yeux. Le duc avait massacré tous les enfants, ainsi que la jeune fille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a appris que le duc avait ordonné l'élimination de tous les esclaves qui ne participaient pas à la construction. Malgré tout, Carlos trouvait que c'était un spectacle plutôt macabre. Lorsqu'on lui a ordonné de brûler les corps et de s'en débarrasser, le jeune homme n'a plus pu le supporter. Et alors que le duc annonçait que le travail reprendrait après la visite du héros, l'esclave désespéré s'est rué sur lui avec une intention meurtrière. Naturellement, sa folie impulsive l'a conduit derrière les barreaux. Les gardes l'ont traité de fou pour avoir osé attaquer le duc, et l'un d'eux ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été exécuté. On lui a alors expliqué que Mercury était gardé en vie pour sauver les apparences devant le héros, et qu'il serait exécuté après son départ. Sur ce, les gardes qui venaient de terminer leur service ont commencé à se moquer de lui pour avoir osé protéger la fille du duc. Soudain, ils se sont retrouvés nez à nez avec une présence sinistre. Les gardes ont été pétrifiés de voir un démon se tenir devant eux. Avant même de pouvoir donner l'alerte, ils ont été tués sur le coup. Le jeune homme meurtri a levé les yeux. Il a vu un seigneur démon devant lui, affirmant qu'il cherchait depuis longtemps un humain qui haïssait l'humanité. Le souverain démoniaque a alors promis de lui accorder le pouvoir dont il avait besoin pour assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, quelqu'un a fait irruption dans la salle à manger du duc. Au début, ils ont hurlé sur l'esclave pour avoir osé interrompre le dîner de Carlos, avant de réaliser que quelque chose n'allait pas. Le jeune esclave qu'ils connaissaient n'était plus. Les nobles ont hurlé pour que les soldats interviennent, mais le démon a déclaré qu'il les avait déjà tous massacrés. Cela étant dit, le moment était enfin venu pour Mercury d'accomplir sa douce vengeance. Les cris désespérés des nobles ont résonné dans le couloir alors qu'il était abattu sans pitié. Pendant ce temps, les esclaves près du feu se plaignaient de leur sort. Et alors qu'il commençait à se dire qu'il allait mourir avant de terminer le château, le vieil homme a remarqué quelque chose d'intrigant. Il a aperçu une silhouette étrangement similaire à celle de Mercury s'approcher d'eux. C'est alors que quelque chose a été jeté aux pieds des esclaves. À leur grande stupeur, c'était la tête du duc. Les esclaves se sont précipités vers l'assassin de leur maître. Fous de joie d'avoir été sauvés de la tyrannie, ils ont commencé à célébrer leur liberté. Pourtant, Mercury trouvait cela ridicule, car au final, ces hommes n'avaient pas levé le petit doigt pour l'aider, et l'être brisé a donc décidé de leur faire vivre l'enfer. Retour au présent. Mercury a traité le héros d'hypocrite pour s'être proclamé sauveur. Il ne lui avait jamais traversé l'esprit que le duc qu'il avait sauvé était en fait un monstre irrécupérable. Le grand boss a ensuite révélé la raison pour laquelle il était venu dans cette école au départ. Selon lui, la loi de la jungle s'appliquait dans tous les mondes. Et tant que ce n'était pas eux qui souffraient, les enfants répugnants de l'humanité resteraient silencieux face à l'injustice. À cet instant, le héros a essayé d'attraper sa main, mais Mercury s'est rapidement dégagé, affirmant que le chevalier n'était pas différent. Le héros était maintenant en mauvaise posture puisqu'il avait perdu l'équilibre. Mercury a foncé sur lui. Il lui a expliqué que s'il avait montré un peu plus de compassion envers les esclaves, aucune des atrocités passées ne serait arrivée. Quand soudain, à sa grande surprise, le grand boss s'est retrouvé à frapper dans le vide, le chevalier ayant complètement disparu. C'est seulement là qu'il a remarqué le héros au-dessus de lui, admettant qu'il ne pouvait pas nier ses paroles. Le chevalier a reconnu que s'il avait fait plus attention, il aurait pu sauver plus de gens. Et c'est pour cette raison qu'il n'avait d'autre choix que de mettre fin aux atrocités de Mercury ici et maintenant. À l'époque, alors qu'il était près du feu, Elia a demandé à Mercury s'il connaissait les histoires sur les autres mondes. D'après un magicien, il existait un autre royaume à côté de celui-ci, et la jeune fille était assez curieuse à ce sujet. Pourtant, Mercury trouvait ça plutôt ridicule. Quand Elia a affirmé que même les esclaves avaient le droit de rêver, le garçon a essayé de dissiper le malentendu. Le voyant tenter désespérément de retirer ses mots, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Elia l'a alors attrapé par le bras et s'est mise à imaginer ce que serait leur vie s'ils s'étaient rencontrés dans un autre monde. À cet instant, le jeune homme s'est figé. La jeune fille a souligné à quel point il était quelqu'un de formidable, veillant toujours sur les autres et devenant même une figure parentale pour les enfants. C'est pour cette raison qu'elle s'est mise à rêver de cet autre monde avec cette personne si admirable.
Elia a ensuite demandé à Mercury de lui faire une promesse. Elle a dit que s'il se retrouvait dans un autre monde, elle ne voulait pas qu'il ait changé du tout. Après avoir enterré ses proches, le roi démon a trouvé plutôt hilarant que la haine de Mercury envers l'humanité soit née de l'amour. Il a rassuré la nouvelle recrue en lui disant qu'il pourrait tous les ressusciter en créant un nouveau monde. À ce moment-là, le grand patron a commencé à se souvenir de sa promesse et à réaliser qu'il devait la tenir à tout prix. Sur ce, quelque chose a commencé à se produire. Un cristal bleu s'est soudainement formé et est tombé au sol. Le héros l'a ramassé et l'a regardé avec des émotions mitigées. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est réveillé. Jimayon, désormais conscient, a demandé au héros ce qui venait de se passer. Le chevalier a alors expliqué qu'après un dur combat, ils avaient réussi à vaincre le grand patron. Mais au grand choc de Jimayon, celui qui était au sol n'était pas leur adversaire de tout à l'heure. On lui a donc expliqué qu'il s'agissait du véritable Choi Jin-sung, et que la pierre magique avait la capacité de voyager entre les dimensions et de prendre un autre corps comme réceptacle. Le héros a ensuite affirmé que Jin-sung était sur le point de se réveiller, et qu'il devait se rendre à l'orphelinat immédiatement. À ce moment-là, Jimayon est resté abasourdi en réalisant que tout le charabia magique du héros n'était pas que des paroles en l'air. Peu après, à l'orphelinat, la moto s'est enfin arrêtée. En arrivant, Yinso a été intrigué par le calme et a supposé que le directeur était couché. C'est alors que le vieil homme a révélé qu'il était beaucoup trop tôt pour aller dormir. Le directeur a affirmé avoir failli perdre connaissance après un seul verre. Il portait sur son dos celui qui venait d'essayer de le tuer. À part son mal de dos, le vieil homme semblait aller bien. C'est alors que quelqu'un est entré en scène, affirmant que le plan avait échoué. L'homme en costume a expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention d'entrer dans la pègre, mais qu'il avait désormais les mains liées. Yinso l'a immédiatement reconnu comme étant le garde du corps de Sonman. Mais alors qu'il commençait à paniquer, le directeur l'a rassuré. Le garçon a demandé au vieil homme s'il avait une sorte de botte secrète en réserve. Le directeur a alors révélé que la mémoire lui était enfin revenue, lui permettant de se souvenir du numéro des urgences. En un éclair, les gangsters se sont retrouvés encerclés par la police. Pendant ce temps, sur le chemin de l'orphelinat, Jimayon et le héros ont été choqués de voir passer des voitures de police. Le héros a ensuite montré à son ami la direction de leurs alliés. Dès que le vieil homme et le gringalet ont aperçu le type bizarre et le porteur de ventouses, ils se sont précipités pour les saluer. Jimayon est immédiatement allé prendre des nouvelles du vieil homme, car la vue de la police l'avait mis dans un état de panique. Yinso a ensuite interrogé le chevalier au sujet du grand patron. En apprenant qu'il avait été éliminé, l'étudiant est resté sous le choc. Son lycée était enfin libéré des harceleurs. Le garçon s'est retrouvé incapable de contenir sa joie et s'est précipité pour enlacer le héros comme une petite fille excitée. À ce moment-là, d'autres individus se sont précipités pour se joindre aux célébrations de la victoire. Les enfants étaient aussi ravis qu'il ait gagné. Le directeur a commencé à les gronder d'être réveillés à cette heure-ci, alors ils lui ont reproché d'avoir appelé la police et leur sirène bruyante. Cette scène adorable a dessiné un petit sourire sur le visage du héros victorieux, car au final, la victoire était la seule chose qui comptait. Une fois à l'intérieur, le vieil homme a offert un verre aux adolescents pour calmer leurs nerfs. Jimayon s'est fiché complètement et s'est emporté contre le directeur pour avoir préparé un testament, mais son crâne a fini écrasé contre la table pour avoir fait trop de bruit. Le directeur a expliqué qu'il était assez vieux et qu'il devait préparer un testament au cas où. Il a ensuite affirmé qu'il était encore loin du jour de sa mort. Pourtant, il n'y avait rien de mal à faire quelques préparatifs, car une fois qu'il serait parti, le changement serait inévitable. Yinso était d'accord avec le directeur, car en fin de compte, le changement était inévitable. Même le lycée n'échappait pas à ce concept. Les crimes de ces délinquants, ainsi que le rapport du protagoniste à ce sujet, ont explosé sur Internet. À cause de cela, les autorités ont enfin décidé d'enquêter sur le lycée. Par conséquent, les pires harceleurs, le président, ainsi que les professeurs ont été inculpés pour leurs crimes. Mais le changement le plus surprenant était le fait que le héros voulait retourner dans son monde. Le garçon, perplexe, a exigé de savoir comment il comptait s'y prendre. Le chevalier a alors expliqué qu'en battant le grand patron, il avait obtenu ce cristal magique capable de voyager à travers les dimensions. Le seul problème était qu'il leur fallait un magicien. Mais selon lui, cela s'annonçait difficile, car ce monde était dépourvu de mages. Mais il était loin de se douter qu'il avait tout faux, car l'un d'eux s'apprêtait à frapper à sa porte. Yinso a souligné que cette dimension n'avait pas de magicien, mais c'est alors que quelqu'un l'a contredit. En étant salué, le héros a été choqué. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été reconnu, le héros a été choqué par ce vieil homme familier. Mais à sa grande surprise, Yinso a aussi reconnu Ibib, le magnate de l'art culinaire. Lorsqu'il lui a demandé comment il le connaissait, l'étudiant a affirmé que cet homme était une célébrité. Ibib était l'expert culinaire et la société de recherche alimentaire numéro 1, et leur mayonnaise était considérée comme la meilleure au monde. C'est alors que l'homme s'est incliné et a salué le héros. Le chevalier était intrigué car c'était la première fois que son ami le saluait de la sorte. Le vieil homme a alors expliqué que ça lui donnait un air cool. Voyant que le héros connaissait le vieil homme, le lycéen a fait le rapprochement. L'homme devant lui n'était autre que le grand mage Ibib, l'un des alliés du héros. Cela dit, le vieil homme a décidé de discuter de choses sérieuses.
Quelque temps plus tard, au siège social d'Ibib, le lycéen a été plutôt choqué. Il s'est avéré que l'invocation du héros faisait en réalité partie du plan du mage pour obtenir les pierres magiques des démons. En apprenant que Ibib avait cherché un moyen de l'amener ici pendant tout ce temps, le héros a enfin compris pourquoi le magicien avait soudainement disparu. Le vieil homme a expliqué que juste avant leur combat final, il avait commencé à étudier les cristaux magiques qu'il avait obtenus des 5 étoiles élémentaires. À sa grande surprise, les cristaux étaient imprégnés de 2 malédictions. La première leur permettait de posséder un réceptacle, et la seconde de traverser les dimensions. Pour couronner le tout, les cristaux étaient programmés de manière à s'activer dès qu'on y toucherait. Sur ce, les pierres se sont dispersées entre les dimensions, emportant le mage avec elles. Peu après, Ibib s'est réveillé dans le corps d'un entrepreneur culinaire sans ses pouvoirs magiques. Même ainsi, il devait faire quelque chose, et c'est pourquoi il a créé une mayonnaise avec le pouvoir de tracer des cercles magiques. Ses recherches ont ensuite montré que le cercle magique ne pouvait être activé que par le sang et les larmes d'un étudiant. En d'autres termes, c'était Ibib qui se cachait derrière la tendance virale de la mayonnaise. À chaque fois qu'un étudiant implorait de l'aide sur Internet, il lui envoyait les instructions pour invoquer le héros. Mais alors qu'il commençait à exprimer sa gratitude envers le lycéen qui avait amené le puissant héros dans ce monde, il a soudainement reçu un coup de poing en plein visage. Le héros s'en est pris à lui, fou de rage. Yinso était furieux contre celui qui lui avait fait croire à cette ridicule tendance de la mayonnaise qui a failli lui coûter la vie. Il a même déclaré que cet homme lui avait causé beaucoup de problèmes. Malgré cela, il ne pouvait pas nier le fait que cela avait permis au héros d'éliminer tous les délinquants. Le héros a ensuite commencé à s'inquiéter pour le reste des 5 étoiles élémentaires, alors Ibib a expliqué que seul Mercury était arrivé dans ce monde. Quant aux autres, il y avait de fortes chances qu'ils soient encore dans leur dimension d'origine, rassemblant leurs forces pour leur retour. En d'autres termes, le chevalier et le magicien devaient rentrer chez eux immédiatement afin de s'occuper de cette menace au plus vite. Côté positif, le cristal magique acquis après la défaite de Mercury leur permettrait de créer un portail vers leur monde. Selon le mage, le portail serait prêt le lendemain matin. Plus tard ce jour-là, après avoir pris une bouffée d'air frais, nos héros sont retournés à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Leur courte aventure, qui a paru durer un mois entier, a commencé d'une autre manière totalement folle. Sur ce, Yinso a remercié le héros d'avoir exaucé son vœu d'avoir une vie scolaire normale. Mais le chevalier a insisté sur le fait qu'il ne faisait que son devoir, cependant le garçon a maintenu que le héros l'avait inspiré. Pour cette raison, Yinso a décidé de s'accrocher au rêve qu'il avait abandonné. Tout comme dans le passé, il aspirait à devenir un officier de police, tout comme sa mère. Le héros a immédiatement reconnu ces personnes comme les défenseurs de ce monde dont Jimaeon avait parlé. Autrefois, l'enfant idolâtrait sa mère, mais il avait abandonné son rêve après sa mort lors de la poursuite d'un criminel. À cause de cela, la peur a envahi sa vie et l'a empêché de défendre les autres. Mais à présent, le garçon voulait changer d'état d'esprit pour affronter ses peurs. Finalement, Yinso se traita de lâche et dit qu'il ne réaliserait peut-être jamais son rêve, mais le chevalier n'était pas d'accord et affirma que son ami était très courageux. Après tout, quelqu'un qui ne fuit jamais était destiné à devenir un grand officier. Sur ce, le garçon tourna son attention vers le héros et lui demanda s'il avait lui aussi un rêve. Le chevalier révéla alors qu'il avait un souhait secret. Quand il était enfant, il s'était fait connaître comme le héros après avoir été choisi par l'épée sacrée. Bien sûr, il était heureux de pouvoir aider les gens, mais il espérait aussi trouver un moyen d'échapper à ses responsabilités. Malgré tout, le héros n'avait jamais osé prendre un jour de congé, de peur que son repos ne cause la mort de quelqu'un. Mais alors qu'il continuait à bavarder de sa situation, on l'attrapa soudain par le bras. Yinso avait décidé de lui accorder le jour de congé dont il rêvait tant. Sur ces mots, tous deux se précipitèrent vers la salle d'arcade. Yinso invita ses amis à faire une petite partie, mais peu après, ils durent s'excuser pour avoir endommagé la machine. Nos héros allèrent ensuite au buffet, et voyant comment le rouquin s'était mis à manger comme un fou, ils furent forcés de s'excuser auprès du chef aussi. Yinso, Grandel et le héros allèrent ensuite au cinéma, où ils passèrent tous un super moment. Peu après, le héros fut intrigué quand son ami lui demanda de regarder devant lui et de prendre la pause. Les passants étaient surpris, car on aurait dit qu'un singe bruyant se trouvait à l'intérieur du photomaton. Sur ce, le moment de détente de nos héros toucha enfin à sa fin. Le héros exprima alors sa gratitude pour le cadeau de Yinso et promit d'en prendre grand soin. Lorsqu'on l'interrogea sur l'heure de son départ, le chevalier décida d'avouer la vérité à son ami, mais c'est alors que le mage apparut. Le portail était maintenant prêt, et le héros et Ibib pouvaient enfin partir. Bien qu'il veuille rester encore un peu, s'amuser était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le héros essaya de faire ses adieux. À ce moment-là, Yinso le remercia pour tout et lui souhaita de rentrer chez lui sain et sauf. Le lycéen demanda ensuite à son ami de l'autre monde d'empêcher les démons de revenir un jour. Et sur ces mots, une promesse fut scellée entre les deux amis. C'est ainsi que le chevalier et le mage firent un signe d'adieu de la main. Le héros était enfin parti. Un nouveau matin se leva enfin. La routine de notre protagoniste ne changea pas beaucoup, alors qu'il se préparait pour aller en cours comme d'habitude. À un petit détail près, il commença à siroter le thé que lui avait offert le directeur. Yinso, qui avait décidé de ne rien changer à son quotidien, se mit à se demander ce que faisait le héros.
Malgré tout, une chose était sûre. Pour la première fois, Yinso était impatient d'aller au lycée. Ce sentiment de sécurité était le plus beau cadeau que le héros lui ait fait. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la Sainte s'empressa d'aller chercher le héros, que tout le monde attendait. C'est alors seulement qu'elle remarqua l'étrange papier dans sa main. Le chevalier révéla que c'était un cadeau de son meilleur ami. Ibib les pressa de se mettre en route, car ils avaient localisé une autre pierre magique. Et sur ces mots, le héros fonça pour vaincre le reste des brutes.